Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir à cette rencontre qui s'inscrit dans une séquence qui dorénavant va être intégrée dans le cadre des Jeudis de Lima, à savoir une œuvre, un destin. Et cette séquence nous a permis de recevoir par le passé, évidemment, le président tunisien Marzouki, ainsi que Gilles Kepel, puis André Miquel là récemment. Et ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Ahmed Jabbar, un ami, évidemment, avant toute chose, un ami de Lima, puisqu'il a été le commissaire de l'exposition L'âge d'or sur les sciences arabes, l'âge d'or des sciences arabes, une belle exposition qui est itinéraire un peu partout et qui connaît un grand succès. Et par son professionnalisme, par son savoir-faire, cette exposition est devenue vraiment l'une des expositions de référence dans le monde arabe. Et pour clore donc ce cycle, une œuvre, un destin, nous recevrons le 16 décembre, et ce sera vraiment la dernière rencontre, Edgar Morin. Et le 16 décembre, c'est un lundi, je vous le rappelle. L'Institut étant fermé, mais évidemment, il sera ouvert pour vous accueillir, pour accueillir donc le public lors de cette soirée. Pour revenir donc à Ahmed Jabbar, nous avons donc l'immense plaisir de le recevoir, ainsi que Djeloul Begoura, qui est également un ami et qui a la charge d'animer, de présenter cette soirée et de présenter le professeur Ahmed Jabbar. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je laisserai le soin à Djeloul Begoura donc de présenter le professeur, et puis par la suite, il va rebondir sur cette problématique cruciale sur l'Andalous, sur les sciences arabes, ainsi que sur l'histoire des sciences. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis vous aurez l'occasion tout à l'heure de réagir, de poser des questions donc au professeur, de dialoguer avec lui, et je vous souhaite encore une fois bonne soirée. Bonsoir. Pour moi, c'est un honneur et un bonheur d'être là parmi vous pour présenter d'abord un ami. Il est... Ça va, Ahmed, ça Voilà, excuse-moi, je m'occupe de ma cuisine. Oui, d'accord. Vous avez déjà une idée de la personnalité. Et donc, c'est un honneur et un bonheur d'être là parmi vous pour vous présenter d'abord un ami, Ahmed Jabbar, mais aussi une personnalité, une figure, comme l'intitulé un peu de la soirée, selon laquelle de cette rencontre, qui réunit une personnalité qui réunit la science et la connaissance, avec en plus une dimension humaine extraordinaire, et j'en parle en connaissance de cause. Sans, bien sûr, toute proportion gardée, je ne prends pas pour Salvador Dali, mais un jour on a demandé à Salvador Dali qu'est-ce qu'il pense de Picasso. Il a dit: Picasso est espagnol, moi aussi. Picasso est peintre, moi aussi. Picasso est un génie, moi aussi. Picasso est communiste, moi non plus. Et donc, je ne prends pas du tout pour Salvador Dali. Pour paraphraser donc ce grand peintre, ce génial peintre, je dirais que Ahmed Jabbar est algérien, moi aussi.
Ahmed Djebbar est fils d'imam, moi aussi. Ahmed Djebbar est médersien. Médersiens, ce sont les élèves des lycées franco-musulmans. En Algérie, il y avait une époque où il y avait un système des lycées, il n'y en avait que 3, un à Tlemcen, un à Alger, un à Constantine, et où on apprenait, on nous enseignait en arabe et en français sur le même pied d'égalité. Et c'était un bon système. Et donc, Ahmed Djebbar est médersien, moi aussi, et Ahmed Djebbar est un génie, moi non plus. Et donc, Ahmed Djebbar, c'est un itinéraire, c'est un homme qui réunit donc la connaissance, la science et la science. Il fait partie de cette tradition des grands érudits dans la tradition islamique, qui sont en même temps des scientifiques, mais en même temps qui sont des encyclopédistes. Et je crois qu'il représente aujourd'hui Ahmed Djebbar représente cette tradition, comme les savants de la période de l'islam des Lumières. Puisqu'il sait, bien sûr, Ahmed Djebbar, c'est un spécialiste des mathématiques, c'est un mathématicien, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est ouvert à d'autres univers comme l'histoire et les sciences humaines. Mais Ahmed Djebbar est plus que ça. C'est non seulement un pédagogue, c'est aussi, excusez-moi, mais comme j'ai toujours été nul en mathématiques, je suis persuadé que si je l'avais eu comme professeur de mathématiques, peut-être que j'aurais eu de très 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 bonnes notes. Mais c'est aussi un conteur. Ahmed Djebbar fait partie de ces scientifiques qui, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai eu le plaisir et l'honneur de l'inviter dans l'émission Islam, dont j'ai la charge, sur France 2. Et c'est quelqu'un qui, pour parler d'Avicenne et d'Euclide, il fait un détour et il évoque sa mère, son père et sa famille. Et donc, Ahmed Djebbar, c'est aussi un conteur, un formidable conteur. Et donc, je crois que vous allez avoir effectivement un exemple de ce que je viens de vous dire. Ahmed Djebbar, bien sûr, a été à l'école, donc à la Médersa, au lycée franco-musulman. Ensuite, il a eu une licence de mathématiques, des doctorats. En voulez-vous, en voilà. Donc, il est aussi aujourd'hui professeur émérite des mathématiques à l'Université des sciences et des techniques de Lille. Il est chercheur. Il est secrétaire de la Commission internationale d'histoire des mathématiques. Il est membre exécutif de la Commission internationale d'histoire des mathématiques, membre de l'Institut. En tout cas, je crois qu'il a la reconnaissance de ses capacités, de ses compétences, et c'est aujourd'hui l'un peut-être des plus grands en ce qui concerne les sciences et l'histoire des sciences arabes et des sciences dans l'espace de civilisation arabo-musulmane. Il a bien sûr écrit plusieurs livres. Il entre autres, en particulier, bien sûr, l'histoire des sciences arabes. Je résume parce que si je devais énumérer toutes les publications et toutes les tâches auxquelles il est associé, on en a pour toute la soirée. Et je vais donc écourter les choses, mais en tout cas, Ahmed Djebbar est aujourd'hui la référence par rapport aux sciences, aux mathématiques dans l'espace de civilisation arabe. Et j'ai donc le plaisir d'être parmi vous pour le présenter. Et je vais lui demander un certain nombre de choses pour vous dire maintenant, pour ce qui est du déroulement de la soirée. C'est-à-dire qu'on va commencer, bien sûr, avec l'itinéraire de notre ami. Je vais lui poser quelques questions pour préciser un certain nombre de choses par rapport à cet itinéraire.
Ensuite, il va faire son exposé et ensuite, bien sûr, il y aura un échange avec la salle pour les questions et si vous voulez avoir des précisions sur ce qu'il va exposer et sur les questions éventuellement les questions que je vais lui poser et sur lesquelles vous voulez rebondir. Alors, je voulais te demander, Ahmed, tout d'abord, on commence par le commencement. Donc, nous sommes tous les deux médersiens. Parle-nous un peu de la médersa et des lycées franco-musulmans et d'une manière subsidiaire de ta famille, parce que tu es donc né dans une famille religieuse, tu es fils d'imam. Alors, rapidement, moi je suis né au centre de l'Algérie, un endroit où au mois d'août il fait 45 degrés à l'ombre, et mon père était imam et mon grand-père était mufti. Donc mon grand-père était savant et mon père était juste, et il se considérait comme cela, quelqu'un qui dirigeait la prière, voilà, quotidienne, les prières quotidiennes. Mais j'ai gardé de ces deux personnages des images très importantes qui m'ont marqué. C'est mon grand-père avait une bibliothèque et il lisait des livres très difficiles en arabe. Mon père n'avait pas de bibliothèque, il n'avait que 2 livres, le Coran et un autre livre mystérieux qui l'aidait à fabriquer des amulettes pour arrondir ses fins de mois. Et ce livre, c'est un livre d'astrologie. Donc c'était un imam qui n'était pas du tout choqué par le fait qu'il maîtrisait parfaitement le Coran et il essayait de maîtriser les techniques astrologiques et de médecine traditionnelle qu'on a appelé plus tard, avant lui, la médecine du prophète, pour soigner les gens, en particulier les gens très pauvres qui ne pouvaient pas aller voir le médecin pendant la période coloniale. Voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est une prédestination, mais j'ai toujours navigué entre cette dimension spirituelle de mon grand-père et de mon père, et puis cette dimension un peu scientifique ou pseudo-scientifique qui était représentée par le livre d'astrologie, dont ensuite j'ai connu l'auteur et le titre. C'est Shams al-Ma'arif al-Kubra, donc c'est le livre le soleil des grands savoirs, qui est un livre du XIIe siècle, d'un petit mathématicien, grand astrologue devant l'éternel, qui s'appelle El-Bouni, de la ville de Bouna, à Annaba, qui est mort en 1205, et qui était le livre de chevet de mon père, après le Coran, bien sûr. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai peut-être opté pour les mathématiques. Pour les mathématiques et l'histoire des sciences, mais ça c'est dans l'inconscient, je ne sais pas très bien. Ensuite, il y a eu, j'ai fait référence à la médersa, parce qu'à moi-même, au médersien, parce qu'à moi-même, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ah ben, la médersa, j'ai passé 7 ans interne dans un lycée des collines d'Alger, à Ben Aknoun, et ça correspondait aux 7 ans de la guerre de libération nationale. Et donc j'ai vécu comme un interne, mais j'ai vécu aussi comme étant l'aîné d'une famille qui était loin de moi, dont je me sentais responsable, mais sans avoir les moyens d'en être responsable, puisque mon père avait été arrêté pendant la bataille d'Alger et mort sous la torture, mais nous ne l'avons su que plus tard, qu'à l'indépendance. Donc ma mère a vécu avec cet espoir qu'un jour elle verrait mon père vivant, et avant sa mort, quand elle était convaincue qu'elle ne le verrait plus, eh bien, elle continuait à prier pour qu'au moins elle sache où est la tombe de mon père. Et jusqu'à maintenant, elle est décédée depuis 2 ans. Mais jusqu'à maintenant, nous ne savons pas où est la tombe. Donc c'est une demande pressante au nom de tous les autres citoyens qui ont perdu, citoyens de tous les bords d'ailleurs, hein, je ne parle pas que des Algériens, qui ont perdu leurs parents très chers et qui ne savent pas où ils sont, ne serait-ce que pour leur rendre hommage. Voilà. Et donc, ce livre qui était l'un des 2 ouvrages qu'avait votre père avec le Coran, ton père, parce qu'on ne va pas faire semblant. Ton père, j'ai pas fini. Ah, tu n'as pas fini, vas-y. Ah, je vous ai dit que c'était un conteur. Non, donc, parce qu'à la médersa, j'ai passé 7 ans, mais
la première année, je n'ai pas bien travaillé, je n'étais pas très bon dans certains domaines qui sont liés à la littérature, et donc on m'a chassé du lycée. Et comme je suis un peu plus vieux que toi, donc tu le sais peut-être pas. Donc on m'a chassé du lycée, je suis revenu dans mon village et je me suis inscrit au certificat d'études. Et j'ai travaillé comme une bête parce que mon père m'a dit, il était encore vivant, il m'a dit, c'est ta dernière chance. Et alors j'étais conscient que c'était soit les études, soit un travail manuel. C'est-à-dire dans mon village colonial, c'est aller ramasser les carottes ou faire les vendanges chez les colons, à 5 francs par jour. Parce que je l'ai fait après, bien sûr. Et donc j'ai commencé à travailler comme une bête. J'ai passé l'examen du certificat d'études et, événement extraordinaire, j'ai été classé premier et j'ai eu 50 francs comme prix de tout le canton. Les 50 francs correspondaient au salaire mensuel de mon père, comme imam. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai surtout eu la chance de refaire le concours au même lycée. J'ai été reçu. Et à partir de là, la 5e, j'ai eu tellement peur de quitter ce lycée qui pour moi était un paradis par rapport à mon village, que j'ai encore plus travaillé. Ça m'a débloqué totalement et j'ai eu le prix d'excellence depuis la 4e jusqu'en terminale. Et ce prix d'excellence m'a sauvé un jour parce qu'un jour, le proviseur nous convoque, moi et 3 de mes camarades, parce que nous avons fait une bêtise. Et j'étais impliqué dans la bêtise. Alors dans le bureau, il dit... Mais toi, Aït Hadi, c'est normal que tu fasses des bêtises, que tu ailles voler les abricots du colon d'en face, qui est juste de l'autre côté du lycée. Toi, tu n'es pas très bon, que tu ailles voler le soir les abricots, ça ne me choque pas. Mais toi qui as le prix d'excellence, comment se fait-il que tu aies eu cette tentation d'aller manger des abricots des autres ? J'ai dit, d'abord j'aime les abricots, et puis ensuite ce sont les copains qui m'ont entraîné. Voilà. Et grâce à mon prix d'excellence, personne n'a été puni. Ça, c'est un hommage que je rends en fait au proviseur du lycée qui s'appelle Monsieur Hadj Sadoq, qui était un grand savant de l'histoire de la civilisation arabo-musulmane. Il a raison de rendre hommage à ces professeurs des lycées franco-musulmans. Vraiment, on a eu une chance formidable. Je vous raconte, tu m'excuseras, je raconte moins bien que toi, mais je vais raconter une anecdote. On avait des professeurs vraiment qui avaient une éthique, une morale et puis une dimension humaine. Et on avait un professeur qui s'appelait le professeur Sari, qui un jour il voyageait, c'était dans les années 36, il a commencé déjà, il est venu en France, il était habillé en musulman, enfin avec l'habit traditionnel, il est venu en France en bateau parce qu'avant à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'avions. Et donc il était sur il faisait beau, donc il était sur le quai. Il y avait des familles, il y avait une famille de pieds noirs et un garçon qui était très turbulent. Alors la maman du garçon, à un moment donné, lui dit si tu ne restes pas sage, le monsieur il va te manger. Alors le professeur Sahari dans un français parfait, il dit, mais madame, vous savez bien que les musulmans ne mangent pas le cochon. Donc voilà là pour l'anecdote. Mais si on va aller un peu plus loin. Je voulais, tu as donné la raison pour laquelle peut-être effectivement tu as été ta vocation, ce sont les mathématiques. Mais moi, ce que je voulais te demander, après tu as fait pas seulement les mathématiques, les sciences humaines, etc. Qu'est-ce que les mathématiques t'ont apporté aux sciences humaines et qu'est-ce que les sciences humaines ont apporté aux mathématiques? Ça, c'est une question difficile. À mon niveau, les mathématiques m'ont donné un peu plus de rigueur, de la méthodologie, aussi un sentiment tout à fait injuste, mais qui est vécu par les mathématiciens, d'être supérieur aux autres, aux autres disciplines du moins. C'est tout à fait subjectif. Et sinon, les mathématiques m'ont fait prendre conscience aussi que les sciences exactes n'étaient pas suffisantes pour enrichir un individu. Ce sont essentiellement des techniques. Il faut leur ajouter cette dimension humaine qui est la culture scientifique ou la culture tout court.
Et ça, je l'ai appris parce que j'ai vraiment pratiqué les mathématiques à très haute dose. Et donc, à un moment donné, j'ai eu une forme de rejet de cette technicité poussée à l'extrême. Et donc, c'est là où je me suis souvenu, dans les années 70, que j'avais une bouée de secours qui était les humanités que j'ai eues au lycée franco-musulman. Et donc, je suis revenu à l'arabe, non pas par une démarche ethniciste ou idéologique ou culturelle, mais c'est à la fois par souvenir de mon père et de mon grand-père qui m'ont apporté des choses liées à cette culture, et puis aussi en souvenir de tout ce que j'ai appris au lycée et que je ne voulais pas perdre. Donc j'ai basculé vers les humanités par l'intermédiaire de l'histoire des sciences, parce que là il faut faire de l'histoire, il faut maîtriser de nouveau la langue arabe, et il faut souffrir aussi, mais c'est une autre souffrance qui n'est pas la souffrance de la maîtrise des mathématiques, une souffrance technique. Et donc c'est dans ce sens-là que j'ai eu ce complément. Encore un repère par rapport effectivement à ton itinéraire. Bon, tu as eu la carrière que tu as eue en tant que spécialiste des mathématiques, comme professeur et comme aussi passeur de cette science, mais à un moment donné dans ton histoire, tu as été aux responsabilités, comme on dit, dans les années 92. Tu as été ministre de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, avec le regretté Mohamed Boudiaf. Quels sont qu'est-ce que tu retires de cette expérience comme quelqu'un qui est effectivement dans l'univers culturel et scientifique et puis qu'à un moment donné a été confronté aux responsabilités politiques? D'abord, une anecdote, c'est que lorsque, au début, les gens ont appris que j'étais devenu ministre, ils m'ont dit, mais comment se fait-il que toi qui vivais à Paris, complètement oublié en Algérie, n'ayant rien fait pour le pays, brusquement un président te choisit comme ministre? Est-ce qu'on ramasse les ministres dans la rue? Est-ce qu'on leur demande leur papier, puis on leur dit, ah, quel diplôme? Ah bon, on a besoin de vous, venez. Voilà. Alors je leur ai expliqué que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Que d'abord, ce n'est pas Boudiaf qui m'a choisi comme ministre, Boudiaf m'a choisi comme conseiller à la présidence de la République. Ensuite, comment il m'a choisi? C'est tout simplement parce que j'ai milité dans son parti pendant 10 ans, à l'étranger, parce que son parti était interdit en Algérie, comme d'autres partis. Et donc pendant 10 ans, tout en préparant mon doctorat de mathématiques, et ensuite après, j'ai continué à militer, et c'était un militantisme très très dur, qui consistait en particulier à faire des activités clandestines, même en Algérie, qui consistait quelque chose d'encore plus dur que d'être clandestin en Algérie. C'est d'aller dans les cafés du 18e, du 19e, du 20e, entrer le dimanche, et voir tous ces ouvriers, après une semaine de travail, épuisés, prendre leur moment de plaisir en jouant au domino, en sirotant leur thé ou leur bière, et venir leur dire « mais il faut bouger, il faut changer l'Algérie, l'Algérie a besoin de vous, elle est mal gouvernée ». Et eux qui nous regardaient comme ça, ils nous trouvaient très sympathiques, alors de temps en temps, pour nous encourager, ils nous achetaient 1, 2, 3 exemplaires du journal. On leur faisait notre discours et on repartait. On repartait beaucoup plus démoralisés que lorsqu'on était arrivé. Parce qu'on se disait, il n'y aura jamais de changement dans ce pays. Mais on a tenu, puis un jour, Boudiaf a été appelé comme un sauveur. Il m'a appelé comme conseiller, mais j'étais pas le seul. Et c'est après son assassinat, auquel j'ai assisté, qu'on m'a demandé si je voulais appliquer son programme qu'il voulait appliquer, son programme sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. Alors j'ai accepté, j'ai dit si c'est uniquement pour ça, et surtout pour ça, j'accepte. Donc j'ai accepté, j'ai été ministre dans 2 gouvernements. Et puis, en avril 1994, ma fonction a cessé et je suis revenu à l'université. Et j'étais le seul ministre, ou l'un des rares ministres, lorsqu'on nous a appris qu'on n'était plus ministre, qui était heureux, qui rigolait, parce que j'avais la nostalgie de l'université. On revient aussi maintenant à ton domaine. Dans les sciences, dans les mathématiques ou les sciences arabes d'une manière générale, quels sont les personnages qui t'ont marqué? Ou si tu as un personnage à mettre en exergue, lequel?
Il y en a un qui m'a créé des problèmes avec ma famille, parce que c'est le seul nom qu'a retenu ma femme et ma fille. Ma femme n'est pas là ce soir, donc je peux le dire. Et ce nom est facile à retenir, c'est un maghrébin de Marrakech, il s'appelle Ibn el-Benna, 1256-1321. C'est un grand mathématicien du XIIIe, XIVe siècle. Et puis je me suis spécialisé dans les mathématiques du Maghreb et de l'Espagne musulmane, de l'Andalous. Et donc, toujours absorbé par la recherche, quand arrivaient les repas, alors il y avait toujours cette litanie, ma fille ou ma femme, à table, puis après, mais il est mort depuis 5 siècles, il peut attendre, viens manger, tu reviendras après. Voilà. Il parlait d'Ibn el-Benna. Et effectivement, ils avaient raison, parce qu'ils pouvaient attendre quand même quelques heures, ce monsieur qui est mort depuis 5 siècles. Plus sérieusement, il y a un grand savant qui m'a marqué tout simplement parce que un jour je l'ai vu en rêve. Voilà. Et ce monsieur n'est ni maghrébin, ni andalou, ni arabe. Il est persan. Je n'étais jamais allé en Iran, ni en Perse. Vous savez que la Perse, au sens linguistique du terme, ça va jusqu'en Afghanistan, etc. Et c'est Omar Khayyam. Mais Omar Khayyam, moi, je ne l'ai pas connu comme poète. Omar Khayyam, c'est mon maître. J'ai décidé que c'était mon maître. Hein. Bon, c'est comme ça. C'est un grand maître parce que c'est l'un des plus grands mathématiciens de la civilisation arabo-musulmane. Et beaucoup de gens, la majorité, ne le savent pas. Et c'est lui le premier qui a établi, dans l'histoire de l'humanité, la théorie géométrique des équations cubiques. Après que les musulmans aient échoué dans la résolution par les méthodes algorithmiques. Bon, je passe. Et ce monsieur, à la fois avec sa stature de poète, sa stature de philosophe, sa stature de mathématicien, mais de grand mathématicien, qui d'ailleurs n'a produit ses mathématiques originales qu'entre 17 ans et 28 ans, et qui, semble-t-il, à 30 ans, a arrêté toute activité astronomique et mathématique, sauf un peu l'astronomie à un moment donné quand il va être appelé par un prince du coin, et qui va s'occuper, semble-t-il, c'est la légende, de femmes, de belles femmes, de vin, de poésie. Mais c'est ce qu'on dit. Nous, chercheurs, nous n'avons trouvé aucune preuve factuelle, aucune. Nous cherchons moi je cherche depuis 30 ans. J'ai même publié des articles sur lui, sur sa production mathématique. J'ai publié avec un collègue du CNRS son fameux livre d'algèbre où il résout pour la première fois ses équations du 3e degré par des méthodes géométriques, en utilisant des courbes très compliquées, qu'on enseigne même aujourd'hui qu'en terminale. Ce sont les ellipses, les paraboles, les hyperboles. Bien. C'est ce qu'on appelle les coniques d'Apollonius. Et ce monsieur, donc, je l'ai vu en rêve, et puis il s'est plaint qu'on ne lui rende pas visite. En fait, j'étais marqué par une histoire que j'avais lue d'un de ses étudiants. Et la première fois que le gouvernement iranien m'a invité comme expert, je suis allé sans absolument aucune condition. J'ai fait mon travail d'expert en tant qu'historien des mathématiques pour introduire l'histoire des sciences dans les programmes d'enseignement des sciences dans les cursus iraniens. Et puis à la deuxième invitation, comme ils ont vu que je travaillais sérieusement et qu'ils m'ont réinvité, alors là j'ai posé une petite condition. J'ai dit je viens, mais à condition que je puisse aller visiter le tombeau de Omar Khayyam. Et je lui dis, rassurez-vous, hein, je le fais juste en une demi-journée. Ils m'ont dit, mais vous n'y pensez pas, il n'est pas à Téhéran, il est à Nishapur. Il faut prendre l'avion. C'est près de la frontière de l'Afghanistan. Alors j'ai dit, d'accord, je prendrai l'avion. Donc j'ai pris 2 jours et je suis allé. On m'a payé tout. L'avion, le taxi jaune, j'ai été reçu par les grandes personnalités de la ville de Mashhad, parce qu'on a atterri à Mashhad. J'ai été reçu par les personnalités religieuses comme étant un ministre en exercice, parce qu'ils avaient appris que j'étais ministre. J'ai été ministre. Et donc, c'était absolument impressionnant. Et puis j'arrive, le lendemain, et je vois un petit jardin, et puis un jardin public, des visiteurs, et je vois des couples de jeunes, des fiancés, qui se dirigent vers un coin bien précis. C'était le tombeau de Khayyam. Il y avait beaucoup plus de jeunes que de vieux. Et ces jeunes, la main dans la main, arrivaient, et puis ils récitaient un poème de Omar Khayyam, pour qu'ils aient la bénédiction de Khayyam, je suppose, pour qu'ils vivent heureux comme fiancés. Alors moi, arrivé devant le tombeau, j'étais très ému. J'ai lu aussi un poème que j'avais préparé. Voilà. Et donc Khayyam, c'est l'un de mes maîtres.
Je ferai pas la conférence ce soir. Hein. D'accord. D'accord. C'est pas important. On a 5 minutes à peu près mais je vais te poser une dernière question et c'est en plus ça nous ramène à l'actualité. Bon, vous le savez tous, Nelson Mandela est décédé hier et donc il se trouve que Ahmed Djebar, à un moment donné, il était témoin de l'histoire par rapport à effectivement au changement en Afrique du Sud, à l'indépendance et puis à l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela. Je pense sincèrement c'est une manière de lui rendre hommage. Oui, je tenais à parler de Mandela que je n'ai jamais rencontré, mais uniquement parce que dans ma vie publique, j'ai eu un jour le privilège, sans le savoir, d'être convoqué par mon président de la République, le président Zeroual, et qui me fait dire par son conseiller qu'il m'envoie comme haut représentant du président de la République algérienne au Zimbabwe. Moi, je ne savais même pas où était le Zimbabwe, pour vous dire la vérité. Et donc, je suis revenu dans mon bureau et j'ai contacté mon collègue, le ministre des Affaires étrangères. Je lui ai dit, voilà, j'ai une mission importante, mais peux-tu m'expliquer pourquoi je vais au Zimbabwe et pourquoi pas toi? Tu es le ministre des Affaires étrangères. Moi, je suis ministre de l'Éducation nationale. Et puis, en plus, j'ai une grève sur les bras. Parce que les syndicats, à cette époque-là, s'arrangeaient pour faire la grève, non pas une journée, mais 3 ou 4 jours, et puis juste la veille des vacances. Parce que comme ça, la grève peut se diluer dans les vacances, et on dira qu'on a mobilisé les gens. C'était les grèves organisées par l'UGTA. J'ai une dent contre l'UGTA, c'est uniquement parce que c'est l'Union Générale des Travailleurs Algériens, voilà, qui est en fait une courroie de transmission de tous les pouvoirs qui se sont succédés en Algérie. Donc je peux me permettre d'avoir une dent en tant que citoyen. Bien. Et donc j'ai eu le privilège de représenter mon pays à la réunion exceptionnelle de l'OUA à Harare pour préparer l'indépendance de l'Afrique du Sud. C'était en 1993. Et j'ai eu l'occasion donc, mais ça je m'en excuse, d'être, puisque j'étais à la place du président, de serrer la main de quelques dictateurs. Bien, voilà. Donc vous avez un avant-goût de la manière et vous allez voir que même quand il parle de mathématiques et de sciences, Ahmed Djebar est aussi passionnant. Maintenant, c'est à toi pour l'exposer. Bon, je crois que je vais rester là maintenant. C'est comme tu veux. On se sent très bien. C'est toi le chef. Bien. Alors, je vais vous parler des sciences arabes en Andalouse et au Maghreb. Première définition. Les sciences arabes, pour les spécialistes, bon, il s'agit des sciences exactes ce soir, mais pour les musulmans, tout travail intellectuel peut être classé dans une science donnée, même l'astrologie, même la science de la cuisine, comme on dit. Et donc, pour les spécialistes quand même, les sciences arabes, dites arabes, sont toutes les sciences exactes, et celles qui ne sont pas très loin, comme les technologies, l'ingénierie, la philosophie aussi faisait partie, la musique, qui ont été pensées, enseignées, écrites, publiées, diffusées, qui ont circulé à travers une seule langue qui était majoritaire à l'époque, jusqu'à 90%, qui était la langue arabe. Donc on appelle science arabe ce qui nous est parvenu en langue arabe, sachant pertinemment qu'il y a d'autres langues qui vont ensuite exprimer la science. Mais je vous en parlerai après, si vous voulez, pour gagner du temps. Bien. Il y a le persan, le premier, puis ensuite l'hébreu, en pays d'islam. Puis ensuite le berbère, mais plus tardivement, au XVIe siècle. Voilà. Pardon ? Non. Je vous parle au moment où les sciences se développent. Si vous permettez, éventuellement, par rapport effectivement aux remarques ou aux questions... Oui, vous me poserez des questions après, si vous voulez. Merci. Vous pensez bien que je ne peux pas oublier le syriaque. Le syriaque a joué un rôle 7e, 8e siècle. J'en parlerai si vous me posez la question. D'accord ? Pourquoi 8e, 15e siècle ? Parce que l'histoire islamique de l'Andalus, c'est 711-1492. Mais l'histoire du Maghreb, évidemment,
C'est avant. C'est 670, et puis jusqu'au 19e siècle, jusqu'au moment où les sciences dites européennes vont marginaliser les sciences dites arabes, au sens de tradition, pas au sens de contenu, c'est plus compliqué. Voilà. Alors, voici la carte résultat des conquêtes qui ont eu lieu de 632 à 751. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que à gauche, donc le Maghreb pour les historiens maghrébins commence à partir de la Libye d'aujourd'hui. L'Égypte est exclue jusqu'à l'Atlantique, et même pour les orientaux, le Maghreb c'est toute la partie occidentale de l'islam. On l'appelle Maghreb pour les géographes orientaux. Pour les géographes occidentaux et pour Ibn Khaldoun, mort en 1406, c'est le Maghreb d'aujourd'hui plus le prolongement subsaharien, le Sahel, dont les frontières étaient très très vagues, et puis la partie de la péninsule ibérique qui était sous contrôle musulman et qui correspondait à peu près à 70% de l'Espagne d'aujourd'hui et à la totalité du Portugal. Bien. Alors, ensuite, deuxième remarque. Est-ce que le Maghreb et l'Andalus vont avoir des pratiques scientifiques spécifiques? Puisque je viens de parler de sciences arabes. Eh bien, la réponse est non, d'après les résultats des recherches depuis 150 ans. Il n'y a pas eu une manière de faire des sciences ou de la philosophie qui était spécifique aux Maghrébins et aux Andalous. Andalousiens, pardon, pour ne pas confondre les Andalous d'aujourd'hui. Il y a une manière de faire des sciences et de la philosophie qui va se développer en Orient et qui va se diffuser dans tout l'empire musulman. Cette manière est une sorte de synthèse de deux manières de faire des sciences qu'avaient produit les civilisations antérieures. Une manière qu'on qualifierait d'algorithmique pour les mathématiques, d'empirique, d'expérimental. C'est la manière dont on découvrait des résultats et on les utilisait sans justification théorique en Mésopotamie, en Égypte, en Inde, en Chine, en Perse. Et puis la deuxième manière, qui est spécifique à la civilisation grecque, à la fois dans son espace originel, puis dans la partie hellénistique, c'est-à-dire à Alexandrie, c'est ce qu'on appelle la démarche hypothético-déductive. Donc en pays d'islam, il va y avoir la synthèse de ces deux démarches. D'ailleurs, c'est un des apports invisibles, dont on ne parle jamais, de cette civilisation, en plus de ses résultats, en plus de ses avancées, en plus de ses synthèses au sens technique, elle a apporté à l'humanité une manière globale, unifiée, de pratiquer les sciences, sans hiérarchiser et sans marginaliser certains types de pratiques scientifiques. Voilà. Et donc, je vais vous parler des sciences au Maghreb et en Andalous, sans préciser qu'est-ce qui était spécifique dans la pratique, parce qu'il n'y en a pas, sauf à la fin, vous allez voir, ce ne sont pas des spécificités au niveau de la pratique, mais ce sont des spécificités au niveau des traditions. Chaque région a eu à développer certains aspects des sciences. Soit parce que les besoins n'étaient pas les mêmes, alors on revient à ce qui est sociétal, soit parce que des commandes de l'État n'étaient pas les mêmes, on revient à des considérations politiques, soit à des considérations culturelles locales. Voilà. Alors, j'ai divisé un peu cette longue période de 711 à 1492 en 6 périodes. Je vais aller vite parce que d'habitude je fais la conférence en 2 heures et même pour les étudiants en 6 mois. Eh oui, il faut justifier son salaire, madame. Il faut diluer. Non, soyons sérieux. C'est parce que les étudiants ont besoin de 6 mois pour comprendre, pour assimiler toutes ces choses-là, parce que c'est quand même 8 siècles d'histoire et d'activité scientifique, et surtout contextualisée. Alors, période des gouverneurs, 670-756. C'est la période du savoir-faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de sciences structurées, ni d'écoles, toujours en arabe, hein, ni de professeurs connus, ni de livres publiés, mais des techniques circulaient, des méthodes venaient d'Orient et étaient utilisées. Voici par exemple de la métrologie. Métrologie, ça veut dire les poids et mesures. Ben ça, c'est une métrologie spécifique. Là, je peux dire que c'est spécifique, parce que ce sont des choses liées aux pratiques
des sociétés ou des micro-sociétés dans l'Empire musulman. C'est la métrologie d'Al-Andalus. Maintenant, nous sommes convaincus, après des recherches, que cette manière de mesurer est spéciale à l'Andalus. On ne la trouve pas au Maghreb, on ne la trouve pas en Orient. Et même les mesures changent. Les unités de mesure ne sont pas les mêmes. Il y a même des noms, probablement locaux, qui ne sont pas arabes, qui étaient des noms de mesure qui vont être préservés dans des ouvrages qui vont être produits à partir du Xe siècle. Alors si vous me posez des questions, je vous donnerai des éléments, mais je suis obligé d'aller vite. Et voici aussi un type de calcul qui n'est pas spécifique à la région, mais que l'on trouve à cette époque-là au Maghreb et en Andalus, qui est le calcul digital. En fait, ce n'est pas un calcul, c'est une numération digitale. Parce que pour calculer, il faut ensuite utiliser la mémoire. Donc c'est un calcul qu'on appelle en arabe plus tard le calcul des doigts, ou bien des articulations, hisab al-yad ou al-uqud, et on l'appelle aussi calcul aérien, c'est-à-dire calcul mental. Donc avec le calcul mental est couplé avec la numération digitale. Et tout cela se fait sans écriture, et ça marche très bien. Et on peut faire du business et on gagne beaucoup d'argent sans jamais être allé à l'école. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, dans certaines villes. Voici ce que vont trouver les musulmans, les premiers conquérants, dans la péninsule ibérique. Ils ont trouvé cette carte. Ça s'appelle la carte en T. C'est la seule carte que connaissaient les Européens à cette époque-là. C'est une carte où il y a en haut, vous voyez bien, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Et elle est divisée en une sorte de T. Et ce T, c'est en fait ce que représente la Méditerranée et les océans. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc cette carte, c'était celle qui était connue. D'ailleurs, on trouve une copie de cette carte dans des ouvrages arabes du 8e siècle, parce que les premiers conquérants musulmans étaient plus ignorants du point de vue science que les autochtones. Quand ils voient que les autochtones de la péninsule ibérique avaient des connaissances, ils ne faisaient pas la fine bouche, ils prenaient ces connaissances. Voilà. Puis voici, ils ont trouvé aussi des livres écrits entre le 4e siècle et le 7e siècle, en latin. Celui-là, c'est les étymologies d'Isidore de Séville. C'est un intellectuel du 7e siècle qui a laissé une très belle encyclopédie, mais dont le niveau scientifique est très 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 bas quand on le compare au grand savoir produit par les Grecs entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais enfin, il y avait que ça. Donc les premiers conquérants vont essayer de récupérer ce qui les intéressait en botanique, en médecine, des choses très élémentaires d'ailleurs, en mathématiques, en astronomie. Bon, et en attendant que les sciences dures, si j'ose dire, viennent d'Orient, parce qu'on les a pas encore traduites en arabe. Ça va venir. Donc vous voyez, l'Occident musulman est tributaire pour le savoir savant du savoir qui est en train de se préparer, de s'élaborer en Orient. Ça, c'est indiscutable. Ni au Maghreb, ni en Espagne, on a démarré les sciences à partir de livres traduits, par exemple, du latin à l'arabe ou du berbère à l'arabe. S'il y a des gens qui parlent de ça, c'est uniquement des discours idéologiques. Je suis désolé, donc c'est comme ça. Bon, évidemment, il y a une question que je voudrais évoquer ici, c'est que quels sont ces musulmans qui vont récupérer ces savoirs qui sont très élémentaires, même aux yeux des Grecs, et qui vont s'en contenter? Eh bien, c'est tous ceux qui vont être les acteurs de la conquête. Il faut quand même en dire quelques mots, parce que moi, je fais de l'histoire des sciences en contextualisant chaque fois que je peux, c'est-à-dire de manière externaliste. Eh bien, en 711, les historiens arabes nous disent que l'armée dirigée par Tariq ibn Ziyad était en majorité berbère. C'est la seule information qu'on a. Or, connaissant l'état des savoir-faire et des savoirs au Maghreb... Peut-être une précision sur Tariq ibn Ziyad pour ceux qui ne... Oui. Tariq ibn Ziyad, c'est le général qui a commandé la première armée qui va intervenir dans la péninsule ibérique au nom de l'islam. Il est berbère, et son armée était, dit-on, à 80% ou 90% berbère, c'est-à-dire du Maghreb. Bien. Je crois que Gibraltar, ça vient de là-bas. Oui, oui, je ne le dis pas parce que Gibraltar, c'est Jabal Tariq. Bien. Et donc, on ne connaît pas le chiffre, le nombre de berbères qui vont débarquer dans la péninsule ibérique. Pour nous, c'est très important de le savoir, pour voir un peu comment la sociologie va bouger. Qui va faire des sciences plus tard?
Parce que s'il n'y a aucun berbère, aucun arabe ou quelques militaires qui vont repartir, ben ce seront donc les ancêtres des Portugais et des Espagnols qui ont fait de la science en arabe. Et ça, c'est très intéressant. Tout est intéressant, mais il faut le savoir. Et donc, du coup, on a une autre vision du premier siècle de l'histoire des activités scientifiques dans cette région. Alors, les choses se précisent après la conquête. Un an après, en 712, on apprend, d'après toujours les historiens arabes, que 12 000 cavaliers arabes, ils sont qualifiés d'arabes, dirigés par Moussa ibn Nusayr, le fameux général qui était au Maghreb, traversent le détroit et ils vont pour aider l'armée berbère de Tariq. Donc ces 12 000 ne sont pas allés en Espagne avec leurs femmes. Ce n'étaient que des hommes. Donc question, s'ils se sont tous mariés sur place, donc il y a un premier mélange. Si les berbères se sont mariés sur place, il y aura déjà un premier mélange, deuxième mélange. Mais les berbères n'étant pas très loin de chez eux, on peut penser qu'une partie était revenue chez elle. Donc nous sommes en 712. En 717, on apprend que 400 familles quittent Kérouan et installées autoritairement en Andalous. Ce n'est plus des soldats, ce sont des familles entières, hommes, femmes, enfants, et pas des militaires. Quelle est la raison? Je ne réponds pas. Et enfin, entre 720 et 743, pendant le règne du calife omeyyade Hicham Ier, ou Hicham II, je ne me souviens pas, on apprend, toujours de sources arabes, que 10 000 cavaliers ont été envoyés progressivement vers l'Andalous, pas au Maghreb, vers l'Andalous. Est-ce que tout ce mouvement s'inscrivait dans une stratégie démographique pour arabiser la péninsule, ce qui est utopique parce que quand même il y avait des centaines de milliers d'habitants, ou est-ce pour quelque chose qui est beaucoup plus pragmatique, pour contrôler le pouvoir? Nous pensons aujourd'hui que c'est essentiellement pour contrôler tous les rouages du pouvoir. Et ce qui va se confirmer plus tard parce que dans les pouvoirs, le pouvoir en Andalous, puis les pouvoirs, quand il y aura l'éclatement, seront souvent contrôlés par des Arabes qui ont une généalogie qui les ramène soit au Yémen, soit à la Syrie, soit à l'Arabie, et pas d'ailleurs à d'autres régions. Bien. Et donc on pense que une des conséquences aussi de cette arabisation du pouvoir, eh bien c'est le développement d'une élite, d'une couche moyenne, qui était majoritairement arabe, et donc qui était plus apte économiquement, suivez mon regard aujourd'hui, à instruire ses enfants et à préparer des générations qui vont être plus aptes économiquement, socialement et donc intellectuellement à être les acteurs de la science. Vous avez suivi mon raisonnement. Et donc on peut penser que ce n'est pas étonnant d'avoir des noms arabes, beaucoup de savants ont des noms arabes. Mais il faut relativiser parce que nous avons des noms d'autochtones, même de chrétiens, mais dont les noms ont été arabisés et qui sont des savants. Nous avons des noms de berbères et qui sont restés tels quels, quand on connaît la généalogie. Et puis on a beaucoup de berbères qui vont arabiser leurs noms pour s'intégrer à cette élite par la technique du maoula, de l'allégeance. Quand une famille faible est faible, eh bien elle s'associe à une famille arabe qui est plus prestigieuse, et à la deuxième génération, ces enfants portent le nom de la famille arabe. Et donc, la généalogie berbère disparaît. Ça, ce sont des phénomènes qui nous échappent, donc je voulais les signaler. Donc maintenant, s'il vous plaît, si je ne parle plus de berbères, d'arabes, de ceci, cela, c'est que j'ai dit l'essentiel. Parce que souvent, on m'accuse dans mes conférences, vous n'avez pas parlé des Persans, vous n'avez pas parlé des Berbères, vous n'avez pas parlé des Coptes égyptiens, vous n'avez pas parlé, un jour on m'a dit, vous n'avez pas parlé des Ouzbeks. Alors, on ne peut plus faire la conférence, il me faut 4 heures. Merci, merci madame. Alors, tout commence en Orient, pour les sciences. Mouvement de traduction d'ouvrages scientifiques et philosophiques. Émergence des sciences de la langue, grammaire, qui n'existait pas, jusqu'au milieu du 8e siècle.
morphologie, linguistique, lexicographie. Les Arabes n'avaient pas de dictionnaire jusqu'au milieu du 8e siècle. Prosodie, métrique. Jusqu'à la fin du 8e siècle, on n'avait pas encore établi la théorie de la métrique arabe, parce que c'est une théorie qui est très très sérieuse et qui m'a valu de découvrir des manuscrits très importants sur la relation, qui montraient la relation entre les préoccupations littéraires des Arabes et les préoccupations mathématiques, avec établissement de théorèmes. Mais ça, c'est une autre conférence. Et puis, il y a les écoles théologiques qui vont se développer d'abord en Orient. Alors, deuxième phase. Donc, première phase, c'est la phase des savoir-faire. Deuxième phase, 756-929. Émirat Omeyyade al-Andalus. Le voilà. Alors, pour l'anecdote, cet émirat va être fondé après la phase des conquêtes, par le seul rescapé, d'après les historiens, c'est pas de la légende, du massacre organisé par les Abbassides contre leur cousin Omeyyade, qui détenait le pouvoir à Damas entre 668 et 751. Alors le rescapé a été récupéré par une tribu berbère de l'Atlantique, donc le Maghreb extrême, le Maroc aujourd'hui. Mais je ne parlerai pas de Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, parce que pour un historien, ça n'a pas de sens. Donc ne me reprochez pas ça aussi. Quand je suis en Algérie, je me défends, parce que c'est dans mon pays, je dis arrêtez, vous ne savez rien, vous êtes ignorants, il n'y a pas d'Algérie avec les frontières jusqu'à une certaine période. Et encore, souvent les Algériens n'ont pas décidé de ces frontières. Voilà, c'est le processus de la guerre. Pour les autres pays, je suis plus diplomate. Parce que comme j'ai envie d'être invité régulièrement et de manger de la cuisine tunisienne, marocaine, etc., donc je suis diplomate. Alors, donc il y a un seul émirat en Andalous. Mais il y a plusieurs émirats au Maghreb. Parce que la contestation était beaucoup plus grande. Bon. Je vous les donne en vrac. Idrisside, Barrouata, ça c'est l'Atlantique. Melilla, Méditerranée. Ceuta, c'était des émirats indépendants, au nom d'idéologies parfois totalement différentes. Et parfois ce n'était pas l'idéologie, parce que nous étions dans une phase d'élaboration des idéologies, des écoles juridiques, etc. Là il y a de l'idéologie. Les Soufrites de Sigil Massa, les Zifrinides de Tlemcen, les Arlabides de Kérouan et les Rostémides de Taert. Alors j'ai mis en vert les deux seules principautés, émirats, où nous avons des informations, pour lesquelles nous avons des informations sur un début d'activité scientifique. Timide, à partir de leur contact avec l'Orient. Alors voilà. Kérouan, Abbasiya, Raqada, Taert sont les 4 premiers foyers où les premières activités de type mathématique pour les héritages, de type astronomique pour la détermination des heures des prières, même si ce n'est pas encore très scientifique, pour la direction de la Mecque, pour la détermination du calendrier lunaire, eh bien on a des éléments mais qui sont biographiques et bibliographiques, mais nous n'avons aucun texte qui nous est parvenu. Et puis Taert aussi, où au moins un prince a financé une grande bibliothèque pour l'époque et s'est intéressé aux mathématiques. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Bien. Qu'est-ce que vous constatez? Tout se passe à l'est du Maghreb. Donc les premières activités scientifiques, ce n'est pas en Espagne, ce n'est pas dans le Maghreb central, ce n'est pas dans le Maghreb extrême. Je suis pour rien, c'est comme ça. Bon, ça paraît naturel, puisque c'est la première région qui était en contact direct historiquement avec l'Orient, c'est la région de Kérouan. Puis ensuite, par extension, puisque Kérouan va gouverner une grande partie du Maghreb, je vous signale que Kérouan va gouverner l'Andalous pendant des décennies. C'est-à-dire, pendant la période des gouverneurs, je ne l'ai pas dit, c'est Kérouan qui choisissait les gouverneurs de l'Andalous. Et cette dépendance va rester pendant 50 ans. Voici les premiers écrits scientifiques au Maghreb. On a des noms, on n'a aucun livre qui nous est parvenu. Vous me torturez, je ne peux rien dire de plus, c'est l'état de la recherche depuis 100 ans. Et la recherche est très lente. Et puis elle est ingrate. Et puis en l'espace de 30 ans, je suis chercheur depuis 30 ans. C'est-à-dire chercheur, rat de bibliothèque. Hein.
Parce que conférencier, ce n'est qu'à la fin que j'ai commencé à donner des conférences. Donc, Rad Bibliothèque. En 30 ans, je n'ai pas découvert plus de 8 manuscrits originaux qui m'ont permis de faire des articles originaux. J'ai découvert des centaines qui m'ont permis de faire des articles de synthèse, des livres, etc. Mais des choses nouvelles, eh bien, après 30 ans, c'est une véritable souffrance. C'est pour ça que quand je suis devant le public, je suis heureux parce que je peux dire des bêtises, je peux raconter des anecdotes. Mais quand on est seul avec les manuscrits, il n'y a que le réconfort de quelques phrases parfois qu'on lit, soit par les grands auteurs qui étaient nos maîtres, soit par des simples copistes qui disent humblement, et ça c'est une tradition culturelle arabo-musulmane qui s'est perdue, cher lecteur, si ce livre t'a apporté quelque chose, alors pour l'auteur qui l'a fait, et pour moi le simple copiste qui l'a copié, qui l'est sauvé, fais une prière pour le repos de notre âme. Ah, c'est joli ça. Alors ça nous donne du courage. Et je demande un deuxième manuscrit, et un troisième manuscrit. Et puis un jour, c'est le miracle. Après 3 jours de lecture en diagonale de manuscrits, parce que je comprends les maths sans écrire, je suis matheux. Djelou l'a dit que j'avais un doctorat de mathématiques, il faut bien que ça serve à quelque chose. Et donc je lis en diagonale, et puis un jour, au 3e jour, j'étais à Alger, j'avais une mission financée par l'enseignement supérieur ici, et je m'arrête, comme vous savez le chien teckel là devant la proie, je ferme tous les manuscrits, je vais voir le vieux conservateur, je lui dis, mon oncle, en arabe on dit mon oncle, Ammi, je te rends les manuscrits. Il me dit, mon fils, tu es fatigué aujourd'hui? Je comprends, ça fait 3 jours que tu viens, tu me demandes à chaque fois 12 manuscrits, 15 manuscrits, c'est très dur. Je lui dis, non, je ne suis pas fatigué. Je dois aller voir ma mère. Bon, ma mère, c'est sacré. Donc, je vais voir ma mère et je lui donne une grosse somme d'argent qui faisait partie de mes perdièmes, de ma mission. Et je lui dis, tu fais un couscous pour les pauvres. Alors ça a beaucoup de signification au Maghreb, un couscous pour les pauvres. Alors elle me dit, mais quel couscous? Parce que je lui dis, le couscous le plus cher pour les pauvres, parce que c'est un grand événement. Eh bien, pendant 30 ans, elle a cru que ce couscous, je l'ai commandé à ma mère et ma tante, parce que j'avais trouvé une fiancée à Alger, que j'allais rester à Alger, que j'allais plus revenir en France. Je vous ai dit que pour parler de mathématiques, il parlait de sa mère. Je vous ai prévenu. En fait, j'avais découvert 15 lignes dans un manuscrit qui fait une centaine de pages. Et en lisant en diagonale, j'ai trouvé que ces 15 lignes ouvraient la porte de tout un domaine de recherche qui est que, est-ce que les mathématiciens des pays d'islam ont développé un domaine qui est attribué aux Européens du XVIIe siècle, à Pascal, et qui est l'analyse combinatoire. Eh bien, j'ai commencé comme ça, en 79. Et mon dernier article qui fait le point sur mes découvertes, et il vient de sortir, il est arrivé il y a 1 semaine, dans un livre collectif qui est sorti dans les presses universitaires d'Oxford, en anglais, mais votre serviteur n'écrit pas en anglais. Et donc, je peux vous l'envoyer en PDF, si ça vous intéresse. Il n'est pas technique, il peut se comprendre très bien. J'ai démontré la relation entre la langue arabe et le développement d'un chapitre nouveau, qui est l'analyse combinatoire. Alors, si vous voulez en savoir plus, c'est pas ce soir, parce que c'est toute une conférence, mais je vous enverrai l'article. Alors, je vais aller vite. Médecine, je vous donne des noms, pour authentifier. Vous voyez, parmi ces noms, Ishaq, ça peut être un musulman, ça peut être un juif. Là, ce sont des juifs. Mais je le sais pour d'autres raisons. Mais sinon, on ne peut pas décider. Méfiez-vous. Astronomie. Ibrahim II, c'est un roi. Tallah, Uthman al-Sayqal, etc. Science du calcul. Science du calcul, voici 3 noms. Et enfin, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici, le premier titre qui apparaît, livre sur le calcul indien. C'est le premier livre qui aurait été écrit sur le calcul indien et qui aurait été écrit à Kérouan. Or, nous savons que le calcul indien, c'est à partir de la traduction du premier livre qui a été écrit à Bagdad entre 813 et 833 par Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi, qui est mort en 850. Donc ça veut dire que son livre a circulé jusqu'à Kérouan relativement tôt, quand même. Nous sommes au 9e siècle.
Bien. Peut-être même du vivant d'Al-Khawarizmi. Donc vous voyez le phénomène de circulation qui indirectement apparaît comme étant un des éléments de la fluidité de la circulation des marchandises et des savoirs. Science des héritages, ce sont les héritages qui vont permettre que des mathématiques se développent et soient enseignées. D'abord le calcul, puis ensuite l'algèbre, parce que ça concerne directement la répartition des héritages chez les musulmans. Voici ce livre, nous avons le titre, mais nous n'avons pas encore retrouvé le livre lui-même. Voici une page d'un livre sur les héritages, avec des tableaux, avec des calculs. Premières initiatives scientifiques en Andalous, rapidement. Les premières initiatives, eh bien, vous voyez, ça paraît naturel. Il n'y a pas de livres, ils vont acheter les livres en Orient. Donc ce sont des expéditions scientifiques, des missions scientifiques qui sont envoyées. Et nous avons des noms, parfois, de ceux qui sont allés acheter des livres avec l'argent des princes ou l'argent des gens très riches. Voici ce monsieur qui s'appelle Abbas ibn Nasih, qui est allé en Orient 2 fois, qui a rapporté des tables astronomiques très connues aujourd'hui, qui sont des tables indiennes, mais qui a rapporté une dizaine d'autres ouvrages, dont au moins 5 ou 6 ont été répertoriés par les collègues de Barcelone. Bon, je ne dis pas plus. Hein. Premier médecin arabe. Il n'y a pas de médecine en Andalous, mais un médecin d'Orient vient soigner les princes. Pourquoi il est d'Orient? Parce que le Harrani, c'est de Harran, c'est-à-dire vers le sud de la Turquie, et c'est quelqu'un qui n'est même pas musulman, qui est païen, parce qu'il fait partie des Sabéens de Harran. Vous voyez, on a les cartes d'identité, hein, très, très claires. Et donc il y a, si vous voulez, de la coopération interne au monde musulman. Astronomie populaire. Elle est née en Orient, ça s'appelle la méthode des Anwa, et puis elle va circuler et elle va se développer en Occident musulman. Et enfin, on voit apparaître, dès le IXe siècle, de manière de plus en plus organisée, le phénomène de rihla. La rihla, c'est la mission scientifique. Le mot rihla tout court veut dire juste se déplacer, mais là, ça va être un mot technique pour désigner les missions scientifiques au sens de sciences larges, sciences exactes, sciences religieuses, etc., qui se distinguent du hajj, qui se distinguent des visites des mausolées orientaux, plus tard. Quand on dit rihla, c'est une rihla profane, en général. C'est très important. Cette dimension profane de la civilisation de l'islam, on l'a souvent négligée, même chez les historiens, et aujourd'hui encore, on est en train de la bâcler parce qu'on considère que tout était régulier, comme disent les médiévistes. Tout était religieux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'un espace sur 3 continents est gouverné au nom d'une religion que tout ce qui se fait dans cet espace est religieux. Et il y a une très mauvaise optique qui s'est installée à un moment donné, qui fait croire que, en particulier, les activités profanes étaient marginalisées ou avaient moins d'importance. Vous allez voir qu'elles avaient une importance aussi grande que les activités dites religieuses ou littéraires. Premiers écrits scientifiques en Andalous, ils apparaissent à la fin du IXe siècle. Astrologie, parce qu'on considère que l'astrologie c'est de la science. On a un nom, on a un poème dont 39 vers nous sont parvenus. Ça a été étudié par les collègues de Barcelone. Les mathématiques, les premiers livres de mathématiques concernent uniquement des mathématiques utilitaires pour résoudre les problèmes d'héritage, ce qui se comprend. On n'est pas encore au stade de développer les mathématiques théoriques. Médecine, on a un nom de quelqu'un de local cette fois. Il ne vient pas de l'extérieur, Ibn Habib. Il est aussi astronome. D'ailleurs, on voit bien que ça commence par la non-spécialisation. Plus tard, très vite, les gens vont se spécialiser. Entre parenthèses, cette image d'Épinal qui est totalement fausse, sauf pour quelques arbres qui cachent la forêt, que tout scientifique des pays d'islam pendant 8 siècles était automatiquement un encyclopédiste, il était à la fois médecin, mathématicien, philosophe, théologien, etc. C'est une vision fausse sur le plan statistique, sur le plan sociétal. C'est la minorité qui avait ce profil. Et cette minorité, évidemment, est devenue les arbres qui cachent la forêt. Et que font les journalistes devant un grand événement où il y a beaucoup d'arbres? Ils oublient de parler de la forêt. Tous les journalistes du monde, depuis le 8e siècle jusqu'à aujourd'hui. Tant pis, s'il y a un journaliste dans la salle. Et voici comment arrivent des éléments d'Orient. Les chiffres indiens. Ça, c'est l'écriture orientale.
Mais bizarrement, très vite, cette écriture orientale va disparaître des écrits de Andalus et du Maghreb, et elle va être remplacée par cette écriture, et pendant longtemps, on n'a pas compris pourquoi. Les premiers s'appellent les chiffres indiens, les deuxièmes s'appellent les chiffres indiens. Sauf que les occidentaux, mathématiciens du Maghreb, pour distinguer des premiers, ils les connaissent, ils disent, ce sont des chiffres de poussière. Voilà. Mais en fait, les orientaux disent de leurs chiffres, ce sont des chiffres de la table de poussière. De la table du tart, c'est un mot persan. L'origine est indienne. Donc, mesdames et messieurs, les chiffres arabes ne sont pas arabes. Et donc, si quelqu'un n'a jamais entendu ça, voilà un scoop ce soir. Même si ça ne vous plaît pas. Les Arabes n'y sont pour rien. Dans la découverte, ils sont pour beaucoup dans le rôle que vont jouer ces chiffres dans les mathématiques. D'abord arabes, puis ensuite dans les mathématiques mondiales. Et surtout, dans l'évolution de ces chiffres, dans l'évolution de leur statut dans les mathématiques. Et ça, je ne rentre pas dans les détails. Voici une numération qui va venir d'Orient. Une numération alphabétique des Grecs. L'alphabet grec a permis d'avoir une numération à 27 chiffres sans le zéro. Vous remarquerez que la première indienne, elle a un zéro. Hein. C'est un système positionnel qui est beaucoup plus performant. Celui-là est moins performant, mais les Grecs avaient pris l'habitude de calculer avec celui-là. C'est les unités, vous voyez les unités 1 jusqu'à 9. Alors les Arabes, ils arrivent, les premiers astronomes, ils voient que tous les calculs faits par les astronomes grecs sont faits avec l'alphabet. Ils plaquent l'alphabet arabe à l'alphabet grec. Du coup, ils changent l'ordre de l'alphabet arabe qui est alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. L'ordre de l'alphabet pour les astronomes, c'est abjad, hawaz, hutti, kalamun. Ils se sont donné la liberté de transgresser quelque chose qui était un peu quand même très respectable, qui est l'alphabet de la littérature, du Coran, du hadith, etc., etc. Bien, voici les dizaines, voici les centaines. 27 chiffres, il n'y a pas de zéro. Mais je vous rassure, pendant 8 siècles, les astronomes ont calculé, pendant 8 siècles, les Grecs ont calculé aussi avec cette numération, on peut calculer sans avoir le zéro. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais calculé qui sont sous l'emprise de l'idéologie du zéro. Et voici une troisième énumération qu'on va trouver en Espagne, en Andalous et au Maghreb, qu'on appelle les chiffres des registres, ou les chiffres de Fès, ou les chiffres Romi. Mais Romi pas au sens d'aujourd'hui, quand on dit Romi, c'est-à-dire un non-musulman, un français, un italien, etc., c'est au sens utilisé par les Tunisiens quand ils disaient Romi avant. C'était les Byzantins. Et donc c'est une numération byzantine, mais en fait c'est uniquement une déformation de la numération grecque, parce que les Byzantins n'ont fait qu'hériter de la numération grecque. Et cette numération a été totalement camouflée par les fonctionnaires et les bureaucrates des administrations du droit en Andalous puis au Maghreb. Et on a cru que c'était une troisième numération, en fait c'est une déformation, comme d'ailleurs celle des Coptes qui est une déformation de celle-ci. Les Coptes aussi ont une numération différente. Alors ces trois numérations vont circuler et on va les trouver jusqu'au XIXe siècle. Première contribution technique sont signalées en Andalous, pas au Maghreb. C'est le fameux Abbas ibn Farnas. Ce n'est pas une légende. Il a le premier développé en Andalous la technique du cristal. Ce sont des bibliographes sérieux qui en parlent. Donc je vous rapporte pas des légendes qui n'ont pas de recoupement. Il a réalisé une clepsydre. C'est une horloge à eau. Bien sûr, il n'est pas l'inventeur du principe. Le principe est grec. Et il y a eu des clepsydres grecs, des clepsydres persanes. Puis ensuite, on a développé le concept de clepsydre à Bagdad, surtout à Bagdad. Et puis, la technique a circulé. Donc ça veut dire que la technique circule très très vite, beaucoup plus vite que les livres écrits. Mais ça, c'est un phénomène universel. Et puis surtout, il est le premier, dans l'histoire de l'humanité cette fois, parce que Icare est une légende, il est le premier à avoir tenté de voler. Et nous avons des témoignages de biographes et de poètes. Les poètes, c'était les journalistes de l'époque. Bien. En particulier, on a un témoignage d'un poète qui est crédible. Pourquoi ? Parce que il n'a pas fait un article élogieux. Il a critiqué ce monsieur qui a tenté de voler, en disant qu'il a mal fait, qu'il n'a même pas observé les oiseaux, qu'il aurait dû remarquer que les oiseaux, quand ils volaient, bon d'accord, lui aussi il a volé, parce qu'il a volé. Il a volé une cinquantaine de mètres. Il a sauté d'une colline de Cordoue. Mais tout le monde a vu que
il est tombé et il s'est peut-être cassé le sacrum. Et donc le poète lui dit, écoutez, il aurait pu quand même voir comment les oiseaux volent parce qu'ils tombent jamais sur leur queue, hein, les oiseaux. Et il lui manquait donc une queue comme ça, et donc ça c'est crédible, ça veut dire qu'il a bien volé. D'ailleurs, voici une statue qui reconnaît, qui est un hommage à Ibn Firnas. Elle est à Bagdad. Et voici un très bel hommage, qui n'est pas une statue, mais qui ressemble, qui est superbe, je trouve. J'ai découvert hier seulement, vous voyez. C'est un pont qui est à Cordoue, qui a l'image d'un oiseau, et le pont s'appelle le pont Ibn Firnas, aujourd'hui à Cordoue. Et c'est un hommage de l'architecte, de l'autorité de la commune de Cordoue, vous voyez, qui réhabilite depuis longtemps, depuis un certain temps, depuis la chute du franquisme, on est en train de réhabiliter le patrimoine scientifique de cette région, parce qu'ils considèrent maintenant, enfin, que c'est leur patrimoine aussi, bien sûr. Califat Omeyyade en Andalous. On passe maintenant à la troisième période. Au lieu d'émirats, de gouverneurs et d'émirats, ce sont des califes. On a sauté à pieds joints pour assumer quelque chose qui était une hérésie pour les musulmans. C'est de créer un califat autre que celui de Bagdad. Il y a eu même 2 califats, au Maghreb et en Andalous, à la même époque, pour des raisons de leadership économique, politique et surtout idéologique. Califat Omeyyade, alors là, ça correspond à la période du boom scientifique. J'ai recensé 40 scientifiques, c'est-à-dire essentiellement mathématiciens, astronomes, chimistes, mécaniciens, mais 40 donnés par les biobibliographes les plus importants, Saïd Andalousi, puis les autres, Ibn Bouchkoual, Dhabbi, etc., parce qu'eux ne retiennent que les grands. Quand on dit 40 scientifiques, ça veut dire qu'il y a des centaines de ce qu'on appelle des hommes de science et des milliers de praticiens de la science. Faites attention, il faut toujours ne pas oublier la sociologie de la science. Là, on est obligé, on est tributaire des documents pour être sérieux. Donc, les 40, d'ailleurs, j'ai leur nom. Si ça vous intéresse, je peux vous les envoyer. Je les ai enlevés pour ne pas vous embêter. On ne peut pas les retenir, d'ailleurs. Par contre, j'ai retenu quelques-uns. Donc, le domaine de production, c'est la géométrie, l'algèbre, la science du calcul. Alors là, c'est à partir de ce qui vient d'Orient. Voici, je mets juste celui-là, Ibn Abdoun, 10e siècle, Ibn al-Sabh, 11e siècle. Pourquoi je les mets? Parce que Zahraoui, ce sont les 3 seuls, dont on a découvert, après 50 ans de recherche, soit un texte, soit un chapitre, soit un livre, soit un chapitre d'un livre, soit des références à un livre, mais des références explicites avec des citations. Votre serviteur a découvert le premier et le 3e, et un collègue du CNRS, Tony Lévy, un collègue et ami, il a découvert dans une version hébraïque, la version arabe n'existe pas, un chapitre très important de géométrie d'Ibn Samh, qui est l'un des grands mathématiciens du 9e siècle, du 10e siècle, pardon. Astronomie, Al-Maghriti, je l'ai mis en bleu parce que c'est le seul dont certains textes nous sont parvenus, et Qasim ibn Mutarrif, ce sont les 2. Alors qu'il y a une vingtaine d'astronomes pour cette période-là, on n'a aucun texte. Et puis, j'ai trouvé 2 femmes. Je me suis dit que quand même, il fallait les signaler. Lubna, à Cordoue, non, à Madinat al-Zahra, et Jariyat al-Hakam, à Madinat al-Zahra. Donc ce sont des femmes qui étaient, quand on dit Jariya, ça ne veut pas dire nécessairement une servante, hein, c'est compliqué, ce sont des Jariya du calife, donc ça devait être des secrétaires. Donc ces 2 femmes se sont révélées ayant un QI important, c'est ce que disent les biographes. Donc, elles ont été remarquées par des scientifiques qui allaient à la cour, ils les ont signalées au calife, qui a financé leurs études. Elles sont devenues toutes les 2 astronomes. Malheureusement, nous n'avons aucun écrit, parce qu'à l'époque, même dans toutes les civilisations, les femmes ne mettaient pas leur nom dans les ouvrages. Mais elles étaient connues. Elles étaient connues, en particulier, à la même époque, nous avons de grands juristes femmes, des médecins femmes, des poétesses femmes, mais qui ne mettaient pas leur nom dans leurs écrits, ou on n'a même pas d'écrit. On a des informations
comme quoi elles ont dit le droit, ou bien elles ont écrit des poèmes, et plus tard, les poèmes ont été récupérés par des hommes d'ailleurs. Je parle de la période après le 9e siècle, parce qu'avant, nous savons qu'il y a eu des femmes qui ont, non pas écrit, mais récité, ça ne s'écrivait pas, récité, des poèmes. Alors, il est évident qu'on ne peut pas parler du démarrage d'une science si on ne parle pas de bibliothèque et d'école. On n'a aucune information sur la manière dont l'enseignement des sciences était fait en Andalous et au Maghreb entre le 9e siècle et le 13e siècle, ou le 12e. On a quelques informations à partir du 13e et du 14e. Si vous êtes curieux, je peux répondre à des questions, mais c'est tout. On n'a pas suffisamment d'éléments pour faire un article sur cette première période. La deuxième période, si, il y a eu des articles. Et donc, voici un manuscrit qui a été écrit à Cordoue, et s'il nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, c'est une copie qui est à la Bibliothèque nationale de Paris, copie unique. Si elle nous est parvenue, c'est qu'elle a été copiée. Et qu'elle a été copiée au moins plusieurs fois. Ce n'est pas une copie autographe. Et qu'elle a circulé de bibliothèque en bibliothèque. Donc, vous voyez, comme un mathématicien, il fait des implications même tout à fait simplistes. Donc, il y avait des bibliothèques. D'accord? C'est la seule preuve. Je ne crois pas les biographes quand ils disent qu'il y a eu des bibliothèques et des bibliothèques. Mais quand je vois un manuscrit, il y a eu des bibliothèques. Voici le deuxième manuscrit qui est en hébreu. Il y a eu des familles juives, des intellectuels, qui avaient des bibliothèques privées et qui ont gardé des manuscrits en hébreu, dont d'ailleurs la version arabe est perdue. Voilà. Tu me fais signe quand je traîne trop, oui. Hein. Donc, oui, on a encore 8h20, ça va. Un petit quart d'heure, allez. Astronomie. Le Maghreb. Le Maghreb n'est pas en reste. Parce que le Maghreb aussi a été accroché à l'Orient avant l'Espagne. Et les premières activités scientifiques ont été au Maghreb, comme je vous l'ai dit, à l'Est. Et puis évidemment, donc, il va y avoir une dynamique. Et voici donc, poursuite des activités de Beit el-Hikma, qui est une maison de la sagesse à la manière de celle de Bagdad, mais en petit. Bibliothèque, instruments astronomiques, bon, comme l'Andalous. Bien. On ne peut pas le quantifier, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Par contre, nous savons que Kairouan a connu, dans l'Occident musulman, une école de médecine la plus importante de tout l'Occident musulman, et même qui a brillé avant que l'école de médecine de l'Andalous apparaisse, à la fin du 9e, début du 10e. C'est l'école de Kairouan, à tel point que les premiers médecins de l'Andalous, et même de grands médecins de l'Andalous, ceux du 10e, quand ils faisaient le Rihla, vous avez retenu le nom, mission scientifique, ils n'allaient pas directement en Orient. Ils passaient d'abord par Kairouan pour écouter les grands maîtres de Kairouan, puis ensuite ils allaient en Orient pour écouter d'autres grands maîtres. Donc Kairouan était un pôle. Quand je dis Kairouan, il y a aussi les villes qui étaient des capitales politiques, comme Raqada, comme Mahdiya à l'époque des Fatimides, puisque c'est le califat fatimide, c'est Mahdiya. Bien. Et donc, poursuite de ces activités de médecine, il y a même un très grand médecin, Ibn al-Jazar, le plus grand, qui est de cette époque-là. Et dont les livres, d'ailleurs, vont alimenter les premiers enseignements de médecine vraiment développés de l'Europe à partir du début du XIIe siècle. Mathématiques. Voici des noms de mathématiciens qui vont produire à Kairouan et dans la région. Aucun livre ne nous est parvenu. Et puis voici ce calife dont on ne parle jamais dans les livres d'histoire, parce que la période fatimide est une période un peu pestiférée, parce que les Fatimides ne sont pas orthodoxes. Et au Maghreb, l'orthodoxie règne jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2013, jusqu'au 6 décembre. Et cette attitude idéologique a fait a déteint à tel point que même dans l'histoire, l'enseignement de l'histoire, la place des Fatimides est ou bien inexistante, ou bien très restreinte, comme la place d'ailleurs des autres écoles juridiques non majoritaires. Mais ça, c'est l'affaire des Maghrébins. Laissez-les se débrouiller entre eux. En particulier, le Mou'iz, ce calife, est un très grand calife, qui était un très grand mécène. Et, pour l'anecdote, contrairement à ce que vous lirez dans Wikipédia, je vous donne un scoop, c'est lui le premier qui a inventé le stylo avec cartouche, avec l'encre. Ce n'est pas une légende, nous avons le témoignage de son secrétaire particulier qui a écrit un livre qui nous est parvenu en entier, qui a été publié à Tunis, il y a une vingtaine d'années. Période des principautés, 1008-1073. Au Maghreb, voici des noms, toujours des noms, pas de titres,
pas d'ouvrage qui nous est parvenu. Comment peut-on expliquer le fait que des centaines d'ouvrages ont disparu, et même avec leur titre parfois? Il y a deux raisons, au moins. Ou bien des conditions naturelles, climatiques, des conditions sociales, de guerre, des conditions naturelles d'incendie, tremblement de terre, famine. À ce moment-là, on vend les livres et puis on ne sait plus ce qu'ils deviennent. Ou bien des conditions sociétales, c'est-à-dire que les gens ne recopient plus un livre. Pourquoi on ne recopie plus un livre? Parce que soit il n'intéresse plus cette société ou cette micro-société, soit il est frappé d'interdits directs ou indirects par le pouvoir idéologique ou politique, soit tout simplement parce qu'un livre qui contient les informations du premier, qui est meilleur, qui est plus moderne, ou qui, son paquet cadeau est plus joli, il remplace l'ancien, et l'ancien est oublié. Donc ne voyez pas que les catastrophes qui sont responsables, ou bien les luttes idéologiques qui sont responsables de cette perte-là. Bien. Alors ce qui est en bleu, ce sont des auteurs dont certains livres nous sont parvenus, ou des références précises, ou des manuscrits qui existent dans des bibliothèques, et nous savons où ils sont, enfin certains spécialistes le savent, parce que quand je découvre un manuscrit, je ne le dis pas à mes collègues, vous le pensez bien. Et donc je sais par exemple qu'il y a un manuscrit quelque part dans le monde, je l'ai découvert, je connais son importance, je ne l'ai surtout pas dit aux conservateurs de cette bibliothèque, ni aux étudiants, et je sais qu'un jour je serai le premier à écrire un article sur ce livre. Parce que, et c'est pas prétentieux ce que je dis, parce que d'abord c'est tellement spécialisé que personne ne remarquera l'importance, non pas du livre, mais juste un chapitre qui est dedans qui m'intéresse. Comme je n'ai pas pu jusqu'à maintenant obtenir une copie du manuscrit, ça fait 8 ans, j'espère qu'un jour j'aurai le manuscrit. Je l'aurai, comme dit la publicité. Et donc du coup, en attendant, top secret. Je ne le dis même pas à mes étudiants. Parce qu'ils peuvent le dire à quelqu'un qui est spécialiste comme moi et qui a le bras long. Parce qu'en fait, j'ai pas le bras long pour cette bibliothèque, voilà, je vous dis tout. Et j'aurais dû le commander quand j'étais ministre, mais j'ai fait l'erreur de ma vie. Quand on est ministre, au hasard d'une réception, vous croisez l'ambassadeur du pays, où est la ville, où est la bibliothèque, où est le département, où est le petit manuscrit, et vous lui dites, je serais ravi que vous me procuriez la copie. Monsieur le ministre, mais vous l'aurez dans la semaine. Et j'ai eu des choses comme ça dans la semaine. Sauf que là, je ne connaissais pas l'existence de ce manuscrit. Je peux me permettre de te dire d'accélérer. Il faut que j'accélère. Hein. Je vais arrêter la conférence. Hein. Non. En Andalous, voici des mathématiciens. 1, 2, 3. Non, 2, 3. Alors ces 3 sont des géants. Parce que nous sommes au XIe siècle et c'est l'âge d'or de l'Andalous. Ce sont des mathématiciens qui non seulement ont atteint le niveau de l'Orient qui lui-même a dépassé le niveau grec, indien et chinois, mais dans certains de leurs travaux, ils ont dépassé leurs collègues d'Orient. Donc il y a une sorte d'autonomisation de la dynamique scientifique en Andalous, plus en Andalous qu'au Maghreb. Malheureusement, ça ne va pas durer plus de 50 ans. Et là, ce sont des facteurs extérieurs, politiques, militaires, qui vont détruire cette dynamique. Voilà, ça c'est un exemple vraiment de destruction par l'extérieur. Astronomie, Az-Zarqali, l'un des plus grands du XIe siècle, il a co-inventé un instrument génial qui s'appelle l'astrolabe universel. La trigonométrie, Ibn Mu'adh. Et donc tout cela sont des très grands. Et puis il y a des conférences sur ces gens-là, bien sûr. La mécanique, Al-Mouradi était inconnu il y a 20 ans. Grâce aux travaux de Youssef Al-Hassan, à qui je rends hommage, et à Donald Hill, Youssef Al-Hassan, qui est un grand historien des sciences, peut-être plus connu à l'extérieur que dans son pays natal qui est la Syrie, et sa ville natale peut-être Halab, et c'est un très grand. Et Donald Hill, eh bien, ce sont deux spécialistes de l'histoire de la mécanique, et ils ont découvert un manuscrit qui nous a permis de savoir aujourd'hui qu'il y avait une tradition de mécanique dans l'Espagne musulmane, alors qu'on pensait qu'il n'y avait jamais eu de mécanique sophistiquée en Andalous. À partir d'un seul manuscrit, anonyme, acéphale, qu'on a découvert dans la bibliothèque de Florence, la grande bibliothèque de Florence.
Et personne n'avait remarqué l'importance de ce manuscrit. Donc vous voyez pourquoi j'ai de l'espoir pour trouver mon manuscrit. Et voici une page de manuscrit. C'est un clepsydre. Voici un château. Alors, je vous montre juste le château, et après je passe à autre chose parce que j'ai écrit plusieurs articles sur ce monsieur. Il s'appelle Al-Mu'taman. Il était roi de Saragosse, un tout petit roi. Il est mort en 1085, l'année où Tolède va être reconquise par les Castillans. Et ce petit roi a été l'un des plus grands mathématiciens du XIe siècle. Alors il mériterait une conférence parce que j'ai découvert son livre avec un de mes collègues hollandais. Et nous avons mis 15 ans pour découvrir la moitié de son livre. Nous avons découvert 500 pages. Et les 500 pages qui restent, le deuxième volume, nous avons le titre, nous avons la table des matières, je l'ai découverte moi-même. Et nous espérons qu'avant de mourir, nous puissions trouver le volume 2. Mais moi, je désespère parce que j'ai des raisons de croire qu'il n'a pas eu le temps de le mettre au propre avant de mourir peut-être d'une maladie rapide et grave parce qu'il n'a régné que 4 ans. Alors je l'appelle The Little Big King. C'est un petit roi, grand mathématicien. Vous pouvez visiter ce château à Saragosse. Voici une page de son livre. Voici une page de son livre, mais dans une rédaction qui a été faite en Iran plusieurs siècles après lui, compte tenu de l'importance de l'ouvrage. Le livre a circulé de Saragosse à Dénia, Ceuta, Marrakech, Le Caire, Bagdad, Marara. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai retrouvé la trace du livre et de toute la circulation. J'ai mis 15 ans. C'est une circulation à l'envers, merci, et c'est un des exemples où la production de l'Occident musulman intéresse l'Orient. Voici Zarqali, table astronomique, et voici l'instrument qui s'appelle l'astrolabe universel, l'astrolabe shamil. Voici de la chirurgie du XIe siècle, et voici de la trigonométrie du XIe siècle. Zahraoui à droite et Ibn Mu'adh à gauche. Ce sont des livres qui nous sont parvenus et qui ont été édités. L'agronomie, voici les grands spécialistes d'agronomie de l'Andalous qui vont former avec ceux qui vont venir après eux une école qui est peut-être la plus grande, la plus importante école agronomique de toute la civilisation de l'islam, Orient et Occident confondus, malgré le fait que l'agronomie est née en Orient. D'abord à partir de traductions d'ouvrages nabatéens, ensuite Kitab al-Filaha, ensuite développement de l'agronomie en Orient, ensuite développement essentiellement en Andalous pour des raisons très complexes qui mériteraient une conférence. Je ne suis pas spécialiste de ce domaine. C'est mon ami, le professeur El-Faiz de Marrakech, qui est très qualifié dans ce domaine. J'ai presque fini. La période des empires. Là, nous passons de les émirats, les principautés, les califats à un empire. L'empire almoravide et l'empire almohade. C'est le moment où le Maghreb contrôle les 2 tiers de la Méditerranée. En tout cas, toute la Méditerranée occidentale. Et c'est le Maghreb, le pouvoir politique maghrébin, qui contrôle l'Andalous. C'est d'abord les Almoravides, puis les Almohades. Alors là, il va y avoir un phénomène d'osmose. C'est la Reconquista castillane, les conséquences militaires qui vont dominer la vie de cette région vont faire que de grands savants vont s'éloigner des villes où ils vivaient, soit par peur des Castillans, soit uniquement parce que les Castillans ne leur ont pas fait de mal nécessairement. Il ne faut pas croire aussi que les choses sont manichéennes. Et donc, ils veulent juste aller vivre dans des villes où ils retrouvent leur mode de vie et surtout le climat scientifique et l'environnement scientifique. Donc, les scientifiques vont vivre un phénomène de recul régulier et on va les voir apparaître à un moment donné à Malaga, puis ensuite à Ceuta. Dès qu'ils commencent à venir à Ceuta, à Béjaïa, ça veut dire que le processus est enclenché fortement. Ça veut dire que le Maghreb va profiter de la dynamique de l'Andalous pour réinstaller la dynamique andalouse au Maghreb, puisqu'il n'est plus possible de la continuer en Andalous, pour les raisons que j'ai évoquées rapidement. Malgré tout, nous sommes encore à l'époque où il y a encore de la production, jusqu'au XIIe, XIIIe siècle.
avec même des choses nouvelles. Donc il y a Jabir ibn Aflah, Averroès, qui est évidemment un philosophe, mais aussi mathématicien astronome. Al-Bitrouji, Ibn al-Kammad, ce sont des astronomes essentiellement. Il y a eu de nouveaux modèles planétaires qui ont été élaborés. Les mathématiques sont d'un niveau plus faible que l'époque d'avant. Et surtout, l'agronomie va continuer à se développer avec la même intensité et le même niveau. Et puis la médecine est encore d'un certain niveau, puisqu'elle est représentée par Ibn Tufayl, le fameux philosophe et médecin des Almohades, Ibn Rushd, et Ibn Mun'im, que vous ne connaissez pas, qui est un mathématicien, mais qui lui a fait médecine uniquement parce qu'il a très vite compris. Quand on est mathématicien, on peut crever la faim, même dans la capitale Marrakech, mais quand on est médecin, on ne crève pas la faim. Donc à 32 ans, il a commencé à faire des études de médecine. Nous avons sa biographie, nous l'avons découverte. Et étant un très grand mathématicien, puisqu'il a découvert des résultats totalement originaux, 3 siècles avant Pascal, eh bien pour survivre, eh bien il était médecin le matin, il enseignait les mathématiques aux étudiants l'après-midi, et le soir, il découvrait des théorèmes, il démontrait des théorèmes. C'est très joli comme histoire, mais ce n'est pas une légende. Ibn Mun'im. Voici une page de livre d'algèbre. Et au Maghreb, alors là, évidemment, il y a le basculement. Donc l'astronomie, les mathématiques vont se développer un peu plus au Maghreb à partir de cette période-là. Je vais très vite. Voici une page de Hassan al-Murrakushi, donc de Marrakech. Ibn Ishaq al-Tunusi, qui est l'un des derniers grands astronomes du Maghreb. Et puis voici des mathématiciens. Ibn al-Yasamin, connu pour un poème mathématique et pour un livre de prose. Alors Ibn al-Yasamin est un bon représentant du cosmopolitisme, de la multiplicité ethnique de cette civilisation. Il est de père blanc, berbère, d'une tribu du Maghreb extrême, de mère noire, descendante d'une esclave noire, et par dérision, le prénom de sa mère, son maître lui a donné le prénom d'une fleur blanche. Et c'est la fleur de jasmin. Et donc le mathématicien s'appelle le fils de la fleur de jasmin. Et c'est un grand mathématicien du XIIe siècle. Il a vécu à Séville. Donc vous voyez, c'est des mathématiques qui sont à cheval entre Andalous et Maghreb. Il est du Maghreb, il s'est formé à Séville, puis ensuite il va être le mathématicien de Marrakech du calife, et il va être empoisonné pour des raisons politiques. Voici des mathématiciens, Al-Jitali, c'est de Libye, Al-Hassar, Séville et Marrakech. Voici les résultats de mathématiques d'Ibn Mun'im. C'est de la combinatoire. Je ne dis pas plus parce que c'est très compliqué. Ce sont des théorèmes totalement nouveaux qui n'avaient jamais été établis ni chez les Grecs, ni chez les Chinois, les Indiens ou les musulmans d'Orient. Et ils vont être établis au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe, d'abord par Pascal, puis par Frénicle, mais qui ne connaissaient pas les travaux de ce Ibn Mun'im, qui ont été établis à la fin du XIIe siècle. Ibn Mun'im est inconnu encore au Maghreb. Il est même inconnu de la municipalité de Marrakech, alors que je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de voir le wali et le maire de la ville pour leur dire, mais introduisez du tourisme culturel, de l'histoire scientifique de Marrakech, parce qu'elle a au moins 3 ou 4 savants, grands savants, et on peut faire un périple touristique uniquement sur les lieux de savoir de Marrakech. Si vous allez à Marrakech comme moi, on vous propose que les lieux de touristiques Jama' al-Fna, et puis des trucs, des choses. Alors voilà, élisez-moi comme guide de Marrakech. Je coûte un peu cher, hein, quand même. Voici le triangle de Pascal, à la sauce maghrébine. Enfin, la période des 4 royaumes. Ça, c'est les royaumes, c'est là où commencent à se distinguer les régions. Royaume de Grenade, royaume du Maghreb extrême, royaume de Abdelwadi du Maghreb central, et royaume Hafsid. Voilà. Donc, en Andalous, déclin des mathématiques et de l'astronomie. Il y a quelques représentants, mais qui sont de niveau vraiment des mathématiques appliquées. Ceux-là, on vient juste de les repérer depuis quelques années, et ce sont, pas celui-là, ils font partie des travaux de mes étudiants, et je dirige des thèses sur ces savants qui étaient inconnus il y a juste 10 ans. On a trouvé des manuscrits, et nous sommes en train de les étudier. Ce sont des mathématiques au service de la société. Voici des pages de ces manuscrits. Je ne vous dis pas où sont les manuscrits, hein, parce que je protège mes étudiants cette fois, parce qu'ils n'ont pas fini leur thèse. Voici un autre manuscrit. C'est des mathématiques appliquées à des problèmes d'arpentage et d'héritage. Et puis, circulation des savoirs de l'Andalous vers le Maghreb, multiplication de madrasa, université, l'équivalent d'université, à Fès, à Tunis, à Grenade,
à Marrakech avant. Circulation d'ouvrages maghrébins vers l'Orient, ça se développe beaucoup plus. Et enfin, dernière phase de créativité scientifique au Maghreb. Le dernier théorème qui a été démontré, qui est original totalement, n'a pas eu lieu, n'a pas été démontré en Andalous, mais au Maghreb, à Marrakech. C'est ce théorème, je vais vous le montrer. Donc voici quelques scientifiques. Vous voyez, tout ça, ce sont des scientifiques maintenant, ils sont plus nombreux au Maghreb qu'en Andalous, et ils produisent beaucoup plus qu'en Andalous. On voit vraiment le basculement. Et voici un des livres les plus célèbres du XIVe siècle, c'est le Talkhis Amal al-Hisab d'Ibn al-Banna de Marrakech, édité par le professeur Suissi de Tunis, à qui je rends hommage. Et voici le fameux théorème de Pascal. Jusqu'à il y a 20 ans, jusqu'à ce que je publie le résultat, tout le monde pensait que ce théorème arithmétique, il faut distinguer le théorème arithmétique et le résultat qui est donné par le triangle de Pascal, qui est lu comme ça. Mais là, c'est une formule qui se démontre par une démonstration par récurrence faible. Bien, ça a été établi pour la première fois dans ce petit manuscrit que j'ai découvert en 79 et qui a fait croire à ma mère que j'avais trouvé une fiancée à Alger. C'est celui-là. Ça peut être une bonne conclusion. Ça peut être une bonne conclusion, donc je finis. Je vous remercie de votre attention. On l'entendrait, enfin, pendant des heures et des heures. Je vous ai dit que c'était un conteur formidable. Et voilà, moi, à mon âge, maintenant, j'adore les mathématiques grâce à mon ami Ahmed Jabbar. Voilà, maintenant, si on a vraiment, 10 minutes pour, si vous avez des questions, on va les regrouper, par 3, 4. Et le professeur Jabbar va vous répondre, mais vraiment rapidement. Merci. Allez-y, je vous en prie. Et le monsieur. Plutôt rebonsoir. Simplement, je vais vous demander des petites précisions. C'est assez bref. J'avais déjà assisté à peu près à la même conférence que tu as déjà présentée à la Cité des sciences et de l'industrie il y a quelque temps. Et c'est pour ça que je t'avais soufflé au début les langues qui ont été transmises et la science par quelle langue, etc. J'ai parlé du syriaque. Je me souviens que tu avais déjà parlé. Le syriaque était quand même une des premières langues quand les Arabes l'ont utilisée pour traduire l'héritage grec et ensuite traduit à l'arabe. Je vais vous demander la confirmation, si vous pouvez me le dire. Ensuite, simplement, qu'est-ce que vous en pensez d'un grand médecin que vous avez cité à Kairouan, Ibn Jazar, qui, à la suite de sa mort, un de ses élèves, qui s'appelait Constantin l'Africain, lui, il avait quitté Kairouan à cette époque-là, il est parti en Rome, en Italie, et il avait traduit tous les écrits d'Ibn Jazar au latin, et tout en s'attribuant comme quoi qu'il était l'auteur. Bien, merci. Madame. Je vous remercie beaucoup, et je vous remercie d'autant plus que je crois que je vous ai rencontré à l'Institut d'histoire des sciences arabes d'Alep, et qui a fait un grand travail justement pour faire connaître cet immense savoir scientifique. Et moi, je voulais, à chaque fois, je suis un peu triste parce que vous oubliez toujours le pharmacologue et les herboristes, dont Ibn Beitar, qui a quand même donné une idée de ce que pouvait être toute cette connaissance en botanique, etc. Et je voudrais aussi... oui, c'est très très compliqué finalement toute cette histoire des sciences. À propos de Rilla, vous avez dit elles sont souvent scientifiques. C'est vrai pour Abul Abbas al-Nabati qui a fait une Rilla de pharmacologie, d'herboristerie ou d'herboriste. Mais il y a quand même celle d'Ibn Jobert
Et c'est celle, elle est plutôt religieuse. Vous parlez de quoi? J'ai pas suivi. Du voyage qui est de pèlerinage ou qui est le voyage de découverte scientifique. Ah, c'est différent. Oui, j'ai dit que c'est différent, mais on a les deux. D'accord. Oui, mais j'en ai pas parlé volontairement. Ah, d'accord. D'accord. Et là, juste, je vois que vous avez indiqué le royaume du Kanem. Et ce royaume de Kanem était un passage pour ses connaissances vers l'Égypte, vers l'Égypte et vers la Syrie. D'accord. Bon, il y a tellement de choses. Oui, bien sûr. Mais madame, et après, Ahmed Jabbar va répondre. Madame d'abord, là, aux 3 premières questions, on va en prendre encore 3. Voilà. Alors, j'ai lu votre livre en 2007 sur une histoire des sciences arabes, c'est ça? Oui. Et alors, il y a beaucoup de choses et vous complétez un peu par votre exposé. Moi, je voudrais vous poser des questions sur les observations relatives à l'astronomie en médecine et en agriculture, ainsi que les calendriers. D'accord. Très bien. Ahmed, tu réponds à ces 3 premières questions, donc sur Ben el-Jazar et Constantin, sur la pharmologie les herboristes et l'astronomie. Alors, je confirme pour le collègue que le rôle du syriaque la langue syriaque a été important dans la première phase, lorsque il n'était pas possible aux premiers traducteurs de trouver des manuscrits grecs. Ils avaient déjà des textes syriaques traduits du grec au syriaque depuis le 5e siècle après Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, pendant 2 siècles, traduits pour des raisons à la fois théologiques et pour des raisons scientifiques. Et en particulier pour la médecine, donc ils n'avaient qu'à utiliser ce qui était déjà traduit en syriaque. Puis, les nouvelles générations arabisées sont apparues dans la civilisation de l'islam. Et donc, on a senti la nécessité de traduire vers l'arabe. Dans une première phase, on n'a même pas traduit, on a utilisé le syriaque tel quel. Et là, par manque de manuscrits grecs, on va traduire du syriaque à l'arabe. En particulier la médecine. C'est Hunayn ibn Ishaq. Il va traduire donc des dizaines d'ouvrages du syriaque à l'arabe. Et après, lorsque des ouvrages grecs sont devenus disponibles, à la fois parce que l'empereur de Byzance, Léon V, va autoriser à ce que des dizaines et dizaines de manuscrits soient prêtés à Bagdad. Ou alors, si on pense que c'est une légende, lorsque les Byzantins eux-mêmes vont vendre beaucoup de manuscrits parce qu'il est devenu une sorte de commerce. Bien. Alors là, Ishaq ibn Hunayn lui-même le dit, il va abandonner les traductions syriaques du syriaque à l'arabe, il va directement traduire les mêmes livres du grec à l'arabe. Comme ma conférence, volontairement, je l'ai commencée au moment où les sciences démarrent, donc j'ai évacué, si vous avez remarqué, tout le phénomène de traduction, même grec, même indien, sanskrit, parce que c'est un phénomène qui va durer de 773 à 950. C'est un phénomène civilisationnel qui mérite une conférence. Deuxième question, Constantin l'Africain n'est pas l'élève d'Ibn el-Jazar. Constantin l'Africain est de la fin du XIe siècle et donc il n'a pas connu Ibn el-Jazar. C'est un commerçant qui avait une culture maghrébine, qui était soit d'origine maghrébine, musulman, soit d'origine maghrébine mais chrétien, soit musulman christianisé. Les spécialistes ne sont pas d'accord sur tout ça. Mais nous, on s'en fiche réellement. Il a été le relais, à un moment donné, parce qu'on lui a demandé, entre la médecine de Kérouan et de Bagdad, et puis une demande très forte de la cour de Sicile. Et donc il a commencé à traduire, après avoir appris rapidement le latin en 3 ans, et après avoir appris la médecine en moins de 3 ans. Donc il ne connaissait pas bien la médecine. On le voit bien parce que Daniel Jacquard, qui est la spécialiste de ce domaine, a démontré que son latin était très faible et que ses traductions étaient un peu bancales. Mais il a traduit une 20aine d'ouvrages, comme vous l'avez dit. Il a rendu service à l'Europe. C'est ça qui est important. Et les herboristes? Alors, j'ai oublié Ibn al-Baytar. Je n'ai rien contre Ibn al-Baytar, mais c'est la deuxième fois seulement que j'oublie Ibn al-Baytar en parlant de l'Andalus et du Maghreb, alors que c'est un géant
de la pharmacopée, mais j'en parlais tout à l'heure à l'UNESCO. Je leur ai même suggéré de faire d'Ibn al-Baytar un des éléments importants pour illustrer l'interculturalité et la science grâce à la circulation des plantes dans le cadre de la pharmacopée. Et j'ai parlé pendant 1 heure d'Ibn al-Baytar. Donc, excusez-moi, vous avez raison. Et enfin, question. Les observations et le calendrier, ça c'est une conférence. Il y a des dizaines d'observatoires qui ont été construits, des tout petits, des très grands. Les plus grands ont été construits à Maragha au XIIIe siècle, à Samarcande au XIVe siècle. Maragha, c'est Nasser al-Din al-Tusi. XIVe siècle, c'est Samarcande, c'est Ulugh-Bek et Al-Kaishi, grand mathématicien persan. À Istanbul au XVIe siècle. Et puis 3 ou 4 autres en Inde à partir de la fin du XVIIe siècle. Très bien. Et donc il y avait une grande activité des observatoires. Et les calendriers, c'est toute une conférence aussi. Il y a eu des calendriers depuis le IXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Non, s'il vous plaît, le monsieur là, encore une question, et la dame qui est là-bas et le jeune homme. On va prendre les 3 dernières questions. Le monsieur. Et le monsieur, c'est un monsieur, j'ai pas bien vu, c'est un monsieur et le jeune homme. Voilà, les 3 dernières questions. Des traductions des textes, mais quand vous parlez en fin de votre présentation la circulation des écrits scientifiques dans l'Europe médiévale, j'en ai pas parlé. Oui, mais on se retrouve de nouveau avec des problèmes de traduction. Et je pense qu'un certain nombre d'ouvrages ont été complètement déformés. Et c'est pas un problème pour vous, scientifiques? Question, d'accord. Le monsieur qui est là-bas au fond, et puis le jeune homme. Merci. Je voudrais vous remercier de la qualité de ces explications, de ces démonstrations. Vous avez apporté un éclairage très important qui démontre justement les apports de la civilisation arabo-musulmane dans son versant justement scientifique, mathématique et j'en passe. Alors ma question est la suivante, parce qu'il y a un tel héritage, mais cet héritage est occulté. Il y a même un groupe de chercheurs ou de pseudo-chercheurs qui a essayé ces derniers temps de minimiser ou de démontrer que cet héritage n'a jamais existé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quelles sont les raisons qui expliquent justement cette volonté de minimiser ou d'occulter ces contributions essentielles? Deuxième question, c'est dans quelle langue ont été développés, ont circulé ces apports, ces démonstrations? Est-ce que c'est en espagnol ou en langue arabe? Merci. Merci. D'accord. Et le jeune homme, là, devant. Merci. Bonsoir. En fait, ma question concerne l'environnement dans lequel travaillaient les scientifiques à l'époque. Est-ce qu'à l'instar des procès faits en Europe contre Galiléo, est-ce qu'il y avait des procès faits en arabe contre des scientifiques? Et si c'est oui, où faisait-il bon de cogiter? Est-ce que les Émirats du Maghreb étaient plus tolérants que les Émirats du Maghreb? Merci. C'est une bonne question. C'est Ahmed. Alors, rapidement. Est-ce que les traducteurs européens ont déformé le contenu des textes arabes? C'est votre question. Oui, la succession de... Oui. Alors, la rigueur des traducteurs n'a pas toujours été la même. Non pas par volonté de nuire, mais parce qu'ils ne maîtrisaient pas nécessairement soit la langue, donc ils travaillaient dans l'urgence, et les commanditaires étaient tout contents d'avoir le texte, même mal traduit, soit tout simplement parce qu'ils ne comprenaient pas le texte scientifique. Ils maîtrisaient la langue littéraire, mais ils ne comprenaient pas. Je vous donne un exemple. On arrive dans un texte des Coniques d'Apollonius au mot parabole en grec. Parabola en grec. C'est un mot en 2 morceaux. Le traducteur ne comprend pas, le premier traducteur. Il n'a pas de dictionnaire. La langue arabe qu'il a, il ne voit pas très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le mot tel quel, par respect pour le texte. Il dit barabola.
parce que le P n'existe pas en arabe. Hyperbole, il laisse hyperbola. Ce n'est qu'à la deuxième traduction du texte, nous avons les preuves, que les traducteurs mieux formés, ayant une connaissance des mathématiques, du sens de ce mot, sens technique, qui sont en deux mots, parabole. Alors ils traduisent parabole par qata mukafi, deux mots en arabe, et qui veulent dire effectivement les deux mots grecs. Qata zaid, l'hyperbole. Voilà. Donc il y a des progrès dans la traduction, dans une tradition donnée. Cette traduction a été faite du grec à l'arabe. Mais le plus souvent, quand il le pouvait, il faisait une traduction, puis ensuite, 10 ans après, une autre traduction, 20 ans après, une troisième traduction. Ishaq ibn Hunayn ibn Ishaq dit lui-même, dans sa biographie, qu'il a traduit un livre quand il avait 20 ans. Il n'était pas satisfait de cette traduction. Il a cherché pendant 30 ans une deuxième copie. Et lorsqu'il a trouvé, après 30 ans, une deuxième copie, il a refait la traduction alors qu'il était vieux. Très bien. Rapidement. La question sur donc la manière de minimiser donc cet apport et puis la langue, le problème de la langue. Il y a des gens qui effectivement continuent d'écrire jusqu'à aujourd'hui pour des raisons idéologiques, d'écrire des livres pour grand public cultivé et cultivé, mais qui ne peuvent pas remarquer les subtilités de la démonstration. Le dernier en 2008 s'appelle Aristote au Mont-Saint-Michel de Guggenheim. Vous faites allusion à ce livre-là. Eh bien, il arrive à démontrer, mais totalement faussement, parce il y a eu 2 colloques qui ont démontré que ce qu'il disait non seulement était approximatif, mais souvent faux et ne correspondant pas à la dynamique qu'ont connue les Européens. Alors, il y a des gens qui occultent complètement. Alors, ils n'occultent pas l'existence de l'héritage scientifique. Ils ne peuvent pas l'occulter puisqu'il est là. Il est dans les bibliothèques. Il est dans les livres manuscrits. Donc ils ne peuvent pas occulter. Ce qu'ils occultent, c'est le rôle, l'apport des sciences des pays d'islam à la naissance et à la dynamique scientifique de l'Europe à partir du XIIe siècle. Ça, c'est occulté, c'est démontré, etc. Démontré avec des arguments pseudo-rationnels, avec des omissions, etc., qui fait qu'un lecteur rapide, même cultivé, j'insiste, rapide, eh bien, il tombe dans le piège et il dit, mais oui, après tout, l'Europe, comme une grande, à un moment donné, elle s'est réveillée de sa longue hibernation de 5 siècles. Ensuite, elle s'est souvenue qu'elle avait un héritage grec qu'elle a laissé tomber, qu'elle a négligé. Mais la Grèce, c'est l'Europe. Vous voyez, alors que c'est anachronique. La Grèce ne s'est jamais considérée comme européenne, hein. Et elle s'est toujours considérée, la Grèce, comme orientale. C'est très important. Et donc, c'est une construction des humanistes du XVIIe siècle. Et alors, on dit, voilà. Mais en fait, puisque les musulmans eux-mêmes n'ont fait que reproduire les Grecs, et que nous sommes les héritiers naturels des Grecs, pourquoi passer par des bâtards? Vous voyez, je suis très dur, hein, pour aller directement aux ancêtres. Donc, notre héritier, ce sont les Grecs. Voilà. La langue, on a répondu plus ou moins par rapport au véhicule, donc la deuxième question de notre ami. Et le jeune homme, sur Galiléo. Alors, Galilée a eu 2 procès. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des persécutions dans le monde musulman Il y a eu des persécutions. Mais les persécutions dont il nous est parvenu les informations sont les suivantes. C'est un savant qui est mis sur le banc, sur la touche, pour des raisons idéologiques ou politiques ou culturelles. Ou religieuses. Oui, religieuses. À ce moment-là, on brûle ses livres. Mais lui n'est jamais inquiété. Les seuls intellectuels qui ont été jugés, assassinés, condamnés, exécutés par décision du pouvoir politique, et donc par l'intermédiaire du bras armé qui est la justice, hein. Ce n'est pas les théologiens qui interviennent. Les théologiens, eux, attisent le feu. Ils mobilisent l'opinion. Mais eux ne décident pas. Donc, ce sont les seuls intellectuels qui ont été exécutés, ce sont des mystiques. Parce qu'ils les accusaient de perturber les équilibres de la société. Mais pas pour leurs idées révolutionnaires scientifiques. Ce n'étaient pas des scientifiques d'ailleurs. Les philosophes étaient mis au banc des accusés par les théologiens, mais pas nécessairement par le pouvoir politique, sauf quelques exceptions, comme Ibn Rushd pendant 2 ans, ensuite réhabilités, pour des raisons de pression politique, mais jamais exécutés. Alors maintenant, revenons au procès de Galilée. Je finirai sur ça. C'est très très important. Votre question est importante. Je ne pouvais pas répondre à cette question il y a 10 ans. Maintenant, nous avons des textes. Galilée a eu 2 procès. Le premier procès, parce qu'il a émis l'hypothèse que la Terre tournait autour de son axe. La deuxième hypothèse, c'est que la Terre tourne autour du Soleil.
Mais ça, avec les travaux de Copernic, etc. Vous connaissez le résultat, 2 procès, condamnations, etc. Question, est-ce que, je vais vous donner un exemple, est-ce que ces 2 problèmes ont été posés en pays d'islam? Parce que ce sont des problèmes qui peuvent avoir un lien avec une lecture du ciel à travers les versets du Coran, ou à travers la Bible. Et elle existe, cette lecture. Certains lisent rapidement les versets du Coran, ils disent « la terre est plate ». On peut lire ça. Mais tous les astronomes musulmans ont dit que la terre était ronde, premièrement. Personne n'est allé en prison. Deuxièmement, au XIe siècle, nous sommes vers 1020. Nous sommes en Asie centrale. Des scientifiques se réunissent et discutent entre eux de l'hypothèse suivante. Est-ce que la Terre tourne autour de son axe? D'après le témoignage qui nous est parvenu, donné par Al-Biruni, mort en 1048, un grand savant, aucun théologien ne participe à la discussion. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas spécialiste. Ce sont des discussions de spécialistes. Et c'est une science profane. Mathématiques, astronomie, médecine, physique, mécanique, ce sont des sciences profanes qui sont soumises dans leur pratique et dans les réflexions et la méthodologie aux règles universelles édictées par Chinois, Indiens, Mésopotamiens, Grecs. Et donc la religion n'intervient pas en tant que telle. L'individu peut évidemment glorifier Dieu de lui avoir permis de trouver un théorème. Mais ça, même moi je le fais quand je trouve un théorème. Et alors, qui m'interdit? D'accord? Ou alors je ne le fais pas, je suis un mécréant. Ça c'est une position personnelle, privée. Mais là ce sont des scientifiques qui se réunissent. Ils discutent. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 positions. Certains étaient pour, d'autres contre. Et ils ne se sont pas étripés. Et ceux qui étaient pour avaient des arguments scientifiques. Ceux qui étaient contre avaient des arguments scientifiques. Mais des arguments scientifiques de l'époque. On les appelle aujourd'hui des arguments pseudo-scientifiques. Par exemple, il y en a un qui dit, c'est le Biruni qui dit, je ne peux pas concevoir que la Terre tourne autour de son axe. Pourquoi? Parce que j'ai calculé le périmètre de la Terre. Et j'ai calculé le périmètre. Et si elle a la moindre vitesse, compte tenu de son périmètre, moi je suis sur la Terre. Et si j'observe un oiseau qui est au-dessus de ma tête, je ne peux pas le voir parce que sa vitesse est tellement petite par rapport à la vitesse de la Terre que je ne verrai jamais l'oiseau. Or, vous voyez les oiseaux. Et donc ça veut dire que cette hypothèse, elle est faible. Donc il l'a abandonnée, mais pour des raisons pseudo-scientifiques. Deuxième hypothèse, ils se sont réunis et ils ont discuté de l'hypothèse que la Terre tourne autour du Soleil. Eh bien, pour les 2 hypothèses, il y a toujours eu 2 positions, aucun théologien dedans et aucun procès. Alors maintenant, la réponse, pourquoi? Ce n'est pas parce que les musulmans, les théologiens musulmans sont plus gentils que les théologiens chrétiens du Moyen-Âge. Pas du tout. Je peux vous sortir tous les spécimens de théologiens, du meilleur, qui est mon grand-père, parce que c'est mon image de grand-père, bien sûr, jusqu'au plus dogmatique, qui est Ibn Taymiyyah, qui représente plus dogmatique au sens des hommes politiques de l'époque, hein, puisqu'il a été mis en prison par le calife. C'est pas en mon sens à moi. Moi, je suis historien, je ne porte pas de jugement. Eh bien, la raison est très simple, très très simple. La société musulmane, pendant 8 siècles, dans sa majorité, c'est-à-dire 80% de la société, est orthodoxe. L'orthodoxie refuse le concept de clergé. Il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas de hiérarchie. Et il n'y a pas de pouvoir spirituel qui risque de se transformer en pouvoir temporel. Sauf celui du calife. Mais celui du calife, il l'a, non pas par la science théologique, mais par la descendance, parce qu'il descend du prophète. Et comment les califes ont géré, pendant les 8 siècles, leurs empires, leurs royaumes? Ils les ont gérés, ils ont pris le pouvoir au nom de l'islam, ils ont géré au nom de l'islam, mais ils ont gouverné en tenant compte des équilibres sociaux, et non pas en voulant à tout prix appliquer une lecture donnée de tel madhab pour résoudre tel ou tel problème de la société. Donc, il y a les théologiens ne dépendent pas du calife, ils sont indépendants. Donc, ils ont le droit de critiquer. Le calife ne dépend pas des théologiens, alors que les rois de France dépendaient du pape. Le juge ne dépend pas du théologien. Donc, il ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'un théologien va faire un raffut devant votre porte pour dire que vous êtes un mécréant. Par contre, le juge, il est sous la domination directe, parce qu'il est nommé par le calife. Donc le juge peut exécuter une sentence, peut exprimer une sentence, qui sera exécutée par le calife, sans que le théologien intervienne dans la dynamique sociétale. C'est cette complexité de la société musulmane qui a fait que les savants avaient une relative plus grande liberté que dans le Moyen-Âge européen. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.